Bien, on va attaquer. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir à cette première afterwork de l'ISEMA. Donc, je m'appelle Jean-Paul Malval, je suis le directeur de l'ISEMA. Je vais en profiter pour vous dire quand même quelques mots sur cette école que vous peut-être vous connaissez pas très bien. Voilà, donc l'ISEMA, c'est une école supérieure de commerce qui est un petit peu particulière parce qu'elle est dédiée à une filière qui est la filière des produits du vivant. Donc, allez-y, je vous en prie. Bah si. Voilà. Il faut rentrer, tant pis. Donc, nous formons des cadres commerciaux qui ont comme spécificité donc, de bien comprendre, de bien connaître les spécificités de ces productions, des produits du vivant, c'est-à-dire les produits issus de l'agriculture, on va dire, production animale, production végétale, transformés, commercialisés, à la fois en France, à l'étranger, dans des applications alimentaires, mais pas que alimentaires, cosmétiques, etc. Donc on est un établissement reconnu par l'État, donc d'enseignement supérieur, et en partenariat avec deux structures importantes pour nous, qui sont d'une part la Chambre de commerce de Vaucluse, qui nous permet donc d'avoir accès au réseau consulaire de l'enseignement supérieur, et l'ISARA, qui est une école d'ingénieurs, et donc qui est membre de la conférence des grandes écoles. On recrute des étudiants après un bac plus 2, donc qui peut être un BTS, un DUT, etc. Et on les accompagne sur 3 ans, avec la possibilité, pour ceux qui ne souhaitent pas continuer après un bac plus 3, de s'arrêter avec un premier diplôme. On a une pédagogie qui est aussi très orientée sur les applications concrètes, pratiques, avec notamment une opération pédagogique qui s'appelle le Grand Jury. Si ça vous intéresse, on vous expliquera un petit peu plus après la présentation en quoi ça consiste. Et vous pouvez noter une date, c'est le 12 avril prochain, le Grand Jury au Palais des Papes à Avignon. Voilà. On a aussi la particularité dans cet établissement de pratiquer l'alternance depuis très longtemps. Donc on a été un peu pionnier dans l'enseignement supérieur. Vous savez qu'aujourd'hui l'apprentissage pour les formations d'ingénieurs ou d'écoles de commerce c'est très en vogue. Donc à l'ISEMA on le pratique depuis les années 95. Et puis l'autre particularité de cette école, c'est qu'on a toujours, et j'espère que ça continuera, des taux d'insertion professionnelle assez forts. Donc au moment de la remise des diplômes, le taux net de placement, 88%, donc ça c'est un bon score. Et en général, après 6 mois, après l'obtention du diplôme, on tangente les 100%. Et puis ça c'était toute la partie activité d'enseignement. Et on fait aussi de l'enseignement, de la formation professionnelle continue, donc au travers d'un certain nombre d'opérations en partenariat avec des entreprises, des écoles internes, mais aussi de la formation inter-entreprise, etc., dans les disciplines que vous voyez à l'écran, qui sont les domaines dans lesquels exerce une école de commerce. Voilà, donc notre rôle aussi, c'est de participer à la réflexion et à l'animation, je dirais, autour des thématiques qui nous sont chères. Nous, l'idée de ces afterwork. Donc, je vous annonce tout de suite le second, enfin, qui sera peut-être que le deuxième plutôt, parce que second, ça veut dire que ça s'arrête après. Donc, non, le deuxième, qui aura lieu donc au mois de juin prochain, oui, le 7 juin, et qui portera, le thème n'est pas encore totalement arrêté, je vous en prie, sur l'impact environnemental de l'alimentation en partenariat avec le CRIT agroalimentaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Donc pour toute question, là, votre interlocuteur, c'est Corinne Pierre, ici présente, que je remercie parce que c'est elle qui a organisé la manifestation. Et vous avez ses coordonnées pour vous inscrire. Voilà. Voilà en quelques mots la présentation rapide de l'ISEMA. Donc nous sommes là pour l'afterwork sur l'alimentation de demain, le futur dans notre assiette. Quel futur dans notre assiette? Donc la soirée va se dérouler de la façon suivante. 1h30 consacrée à des présentations et des échanges avec nos interlocuteurs du soir. Et puis un deuxième temps autour d'un buffet pour découvrir les produits, les déguster et échanger individuellement avec nos intervenants. Donc je vous les présente rapidement, en même temps que je les remercie. Mais bon, je les laisserai se présenter eux-mêmes. Donc Valérie Chauffet, qui est consultante à l'ISARA. Je vais faire dans l'ordre de Clément Lacal, qui est fabricant, éleveur d'insectes.
Nina Lozoker, qui commercialise donc une boisson qu'elle nous expliquera, et Jean-Bernard Simian, qui s'occupe de spiruline. Je vais tout de suite passer la parole à Valérie. Bien, bonsoir à tous. Alors, j'ai le plaisir d'ouvrir le bal avec une présentation sur les tendances alimentaires. Et au-delà même des tendances alimentaires, ce que je vais vous présenter dans les minutes qui suivent, c'est finalement quelles sont les attentes des consommateurs de demain. Alors, en quelques mots pour compléter la présentation de Jean-Paul, je suis donc Valérie Chauffès, je travaille à Isara Conseil. Isara, c'est donc le partenaire école d'ingénieurs de l'ISEMA qui a une branche enseignement. Ah, d'ailleurs. Voilà, dans laquelle donc il y a une branche formation, une branche enseignement et une branche études conseil. C'est dans celle-ci que j'évolue le plus régulièrement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 2025, c'est demain, mais 2025, c'est probablement 70 millions de consommateurs. 70 millions de Français qui vont, si les tendances continuent de cette manière-là, se structurer de manière assez différente, puisque vous voyez qu'au niveau de la... Alors c'est les populations, en vert, on va avoir de plus en plus de foyers qui vont être des foyers d'une personne, donc monoparentaux, ou des personnes plus âgées qui vont se retrouver seules. Donc tout ça, ça va fortement modifier la configuration économique. La configuration également de ce que l'on va trouver dans les boutiques, de manière à pouvoir s'adapter aux nouveaux ménages et aux nouvelles attentes. Donc pour arriver à satisfaire tout ce monde-là, les enjeux sont énormes. Et au niveau des entreprises agroalimentaires, de manière très objective, survivre, continuer à présenter des produits attractifs, ça veut dire innover. Innover, c'est vraiment le levier qui va faire que demain, on va continuer à trouver dans nos assiettes des produits adaptés, des produits qui vont répondre à de nouvelles attentes, à de nouvelles questions. Alors, 2-3 chiffres, il n'y en a pas énormément dans cette présentation, mais il faut quand même savoir que 80% des produits que les services recherche et développement travaillent au sein des entreprises, ce sont des produits qui ne verront pas le jour. Donc en gros, beaucoup plus d'idées que de réalisations. Pour plein de raisons, on pourra en parler tout à l'heure dans le débat, mais voilà, 8 idées sur 10 ne sortent pas pour des raisons techniques, économiques, de faisabilité ou tout simplement par manque d'adhésion de la part des futurs consommateurs. Et puis être un nouveau produit, la vie d'un nouveau produit, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est une vie très compliquée parce qu'il y en a énormément. Et là aussi, on est dans les mêmes statistiques, il y a à peu près 8 produits sur 10 qui verront pas l'échéance de leur 5e année. Alors pour l'illustrer, quelques exemples, c'est un sujet un petit peu dont on a parlé récemment, c'est les steaks qui sont cette fameuse viande qui in vitro, où on arrive à reproduire plus ou moins, parce qu'on n'est vraiment qu'en phase de test, une structure qui demain pourrait ressembler à de la viande. Mais on a eu aussi dans les produits qui n'ont pas survécu, le premier étant un produit en recherche et développement, la tentative de Danone avec SN6 qui avait pour vocation d'être à la fois un cosmétique et un produit alimentaire. Non, le consommateur, c'est l'un ou l'autre, mais difficilement les deux dans ce cadre-là. On a aussi eu des produits comme Vide, Knorr, qui n'ont pas survécu aux premières années de leur existence. Et puis enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que même si aujourd'hui on sait qu'il y a plein d'idées partout, dans 5 ans, les produits qui seront sur le marché, ils sont à peine en préparation, en cogitation. Donc il y a encore énormément de choses à créer que l'on ne connaît pas encore. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est un peu champion du monde de l'innovation en France. On est un des pays qui innove en matière agroalimentaire le plus. Alors pour plein de raisons là aussi. D'abord parce qu'en France, on a une culture qui est très axée sur la gastronomie, sur le plaisir de manger, le plaisir de partager, c'est culturel. On est autour d'un repas, donc on innove beaucoup en matière gastronomique. Les PME, alors TPE, PME, petites et moyennes entreprises ou très petites entreprises ou start-up comme on va en avoir l'exemple tout à l'heure, ils n'ont pas le choix, ils sont pas c'est pas des mastodontes de l'industrie agroalimentaire. Donc pour exister, pour émerger, pour convaincre aussi leurs distributeurs, il faut absolument qu'ils proposent des produits innovants, des choses qui vont leur permettre de se démarquer.
Un des intérêts aussi, c'est que nos industries et nos petites entreprises sont implantées sur l'ensemble de notre territoire. Donc ça permet d'avoir un maillage extrêmement fort et ça permet surtout de faire émerger, et on est peut-être dans cette salle issue de régions différentes, chaque région elle a ses spécificités, ses produits, c'est sa tradition renouvelée et on va vraiment le retrouver dans les points de vente. Et enfin, encore plus ici peut-être que dans d'autres pays, la distribution est vraiment fan des innovations. Donc il y a tout un tas de recherches, d'attentes de la part des distributeurs qui incitent les entreprises à mettre tout le temps des nouveautés pour renouveler la fréquentation, renouveler l'offre, renouveler les essais et les achats aussi. Et puis enfin, on a la chance de pouvoir bénéficier de nombreux appuis. Donc les entrepreneurs un petit peu malins vont taper à beaucoup de portes, en tout cas peuvent essayer de taper à beaucoup de portes, et ça aussi, ça permet de stimuler et d'aider à être créatif. Alors, si on parle de manière assez simple, je vais essayer vraiment de rester sur des choses simples, sur les tendances qui sont celles, les vôtres, les nôtres, des ménages de manière générale, on va partir sur 5 grandes notions. Aujourd'hui, pour réussir sur le marché, les entreprises vont travailler sur l'un ou l'autre, ou les 5 en même temps quand c'est possible, de ces tendances. Donc la première, c'est la praticité. On va les détailler. La deuxième, c'est le plaisir. La troisième, c'est la notion de santé. La quatrième, c'est la tendance qui va toucher à tout ce qui est naturalité. Et la cinquième, ça va toucher à l'environnement, l'éthique, le respect de la biodiversité et de la nature qui nous entoure. Alors, comment on pourrait les synthétiser, encore une fois, assez rapidement? J'ai repris chacun des exemples que je vous donnais. Donc, la praticité, parce qu'on est dans une culture, on est dans un fonctionnement qui veut que ce soit très pratique. On veut de la tradition, mais en même temps, il faut que la tradition, elle soit pratique. Alors, je vais vous faire bondir, peut-être. J'ai donné quelques exemples en termes de praticité. Voilà des choses qui sont en passe de sortir. On est dans l'innovation. C'est du vin, on ne l'imagine pas forcément comme ça. C'est une gourde. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Voilà, ça peut rentrer dans ces concepts-là. Vous connaissez aussi tous les produits nomades, tout ce qu'on peut emporter facilement ou ranger, stocker. Ça fait partie de ce qu'on attend en termes de praticité. Les photos que je vous montre en haut, ce sont des oranges prépelées pour une cible enfant. Donc elles sont déjà prépelées, en coche. Dessous, c'est pas du chocolat, ce sont comme des bouillons cubes. Vous voyez ce que je veux dire? Les petits bouillons, sauf que le petit bouillon, c'est l'emballage individuel, c'est pas super pratique. On est d'accord, ça marche pas super bien. Donc là, l'innovation, c'est d'avoir un principe de bouillon, sauf que c'est sous format de tablette de chocolat, comme ça à la maison. Vous coupez 1 carré, 2 carrés, 3 carrés, selon ce qu'on veut mettre en place. En bas, l'exemple d'Alpina, ce sont des pâtes qui vont gonfler à l'eau froide. Hyper pratique quand on est en déplacement. Pour faire une salade. Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, elle est extrêmement importante, surtout en France. C'est la tendance qui tourne autour de tout ce qui est plaisir, tradition, fait soi-même. Donc le chef, c'est moi. C'est-à-dire que même si on est beaucoup aidé par l'aspect praticité, j'ai mis la dernière touche finale, donc je l'ai fait quelque part. C'est tout ce qui va tourner autour de l'hédonisme, du plaisir, de la notion de partage, offrir, découvrir. Donc j'ai mis des exemples sur des produits assez traditionnels qui vont également être tout à fait appréciés des consommateurs. La troisième branche, le troisième axe, c'est la naturalité. Donc là, au niveau de la naturalité, vous avez peut-être entendu parler de ces tendances de ce qu'on appelle la raw food, c'est-à-dire des produits très peu cuits, très peu cuisinés, ou alors des cuissons très basse température qui permettent de conserver un maximum d'éléments nobles et de qualité du produit. La naturalité, c'est aussi pour éviter d'avoir des éléments que l'on ne souhaiterait pas. Donc c'est tout ce qui va être sans additifs, sans colorants. Je fais attention à ce que je mets dans mon assiette, donc des produits sains. On veut se faire du bien, on veut en même temps préserver la biodiversité. Donc on a cette tendance de produits naturels qui est de plus en plus émergente au niveau des attentes. La santé, il y avait beaucoup d'exemples
coup, j'ai 2 pages. Dans l'exemple santé, l'image que vous voyez en haut, c'est pas une faute, elle n'est pas pleine de fautes, c'est une communication d'Intermarché. Donc vous voyez que même la distribution incite vraiment à la fois ses consommateurs et ses entreprises partenaires à travailler. Il n'y a pas de E, parce que les E, c'est les colorants. C'est les additifs. Donc Intermarché a voulu jouer le clin d'œil. Donc c'est une communication qui permet de montrer que même le distributeur s'intéresse à votre santé et incite évidemment les fabricants à aller dans ce sens-là. Après, on a d'autres petits produits qui vont là-dedans. Et je n'en ai pas dans mon petit échantillonnage. Mais voilà, c'est des produits qui vont permettre d'être antioxydants. Ah si, j'ai ça. Voilà, des Innocent qui fait des smoothies, qui fait des produits à base de fruits, qui met en avant, à la limite, même plus que le fruit qui est à l'intérieur, le fait que ce soit d'abord un antioxydant. Donc d'abord c'est un antioxydant, et puis après on verra bien quels sont les fruits qui le composent. Mais vous voyez qu'en termes de communication, on n'est pas du tout sur les mêmes leviers. On en a fait 3, on attaque la 4e, c'est le développement durable. Extrêmement important, développement durable, local, tout ce qui va toucher à la notion de respect, d'éthique, de filière, la notion on va déjà essayer de faire chez nous, on va essayer de bien faire, et puis si éventuellement il en manque, on ira chercher ailleurs. Mais les exemples que vous avez là, alors évidemment il y a le local, on en entendra parler dans quelques instants par un de nos intervenants, la spiruline cultivée localement. On va parler de vos produits également. On a ces tendances aussi sur le lait qui rémunère au juste prix son producteur. Donc tout ça, si vous avez l'œil un petit peu plus aiguisé à partir de demain matin, vous pourrez vous rendre compte qu'on est sur des tendances très fortes. Et les exemples là, le pot de confiture et la bouteille sont particulièrement intéressants. Le pot de confiture, c'est une entreprise qui a choisi et validé le fait de récupérer les invendus de fruits dans les supermarchés. Et en fait, cette confiture-là est faite à partir de produits que l'on aurait trouvés il y a encore peu de temps dans les bennes à la sortie des magasins. Et le blanc de kiwi, c'est également une démarche similaire, c'est-à-dire que le producteur qui a lancé sa start-up il y a très peu de temps, récupère des kiwis qui sont déclassés, trop mûrs, qui ne sont pas au calibre, et il en fait un vin qui, ma foi, est tout à fait bluffant. En résumé, donc, les grandes tendances de produits que vous allez avoir de plus en plus dans vos rayons, dans vos assiettes, dans les magasins, voire dans vos jardins. Ça va tourner autour de ces grandes idées qui sont le vegan. Donc vegan, aucun produit animal, aucun dérivé animal. Les légumineuses qui ont un effet booster très fort. Les superfoods, ce sont les graines germées, les baies de goji, les snacks santé, la naturalité. Le bio qui est toujours extrêmement porteur. Le local, développement durable, la santé et les expériences sensorielles aussi. On en parlera avec les insectes et j'ai un exemple là par exemple avec du chocolat, une pâte à tartiner qui est avec des éclats de caramel au beurre salé. Donc c'est des expériences sensorielles. Donc super fruits, super graines, il y a un exemple avec de la spiruline, on a des graines germées, on a des produits avec des super céréales, du quinoa. En bio, l'offre est de plus en plus large. La distribution des produits bio est de plus en plus facile d'accès. Donc là aussi, énormément de choses. Et l'intérêt, c'est qu'on s'aperçoit que les produits se retrouvent maintenant dans tous les rayons. Donc on a commencé par les fruits, les légumes, les biscuits. Aujourd'hui, y compris au niveau de l'alimentation des enfants, on a des références tout à fait intéressantes. Des produits véganes, de plus en plus surprenants, parce que de plus en plus proches de textures, de choses que l'on connaît, mais qui sont issues de produits à base de matière animale. Donc on a une reproduction d'œufs, on a des saucisses qui n'ont rien d'animal, mais toutes végétales.
Donc des produits assez amusants. Et puis aussi, vous allez de plus en plus trouver dans vos assiettes des ingrédients que vous n'avez pas l'habitude de connaître. Donc ça va être des farines spécifiques, ça va être de la spiruline, ça va être des algues, ça va être des poudres. Et donc les expériences sensorielles, comme je vous le disais, sont des associations de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Donc ça va être des Oreos avec du sucre qui pétille. Ça va être des tranches d'avocat qui sont panées et croustillantes en apéritif. Ça va être des petits... de la compote, là aussi de la compote un peu comme les têtes brûlées, pour ceux qui connaissent, qui explosent en bouche, là, qui pétille, qui fait mal. Et puis dans les nouvelles tendances aussi, tout ce qui va arriver à base de protéines d'insectes, à base d'algues, sur lesquelles il y a énormément de travaux et de recherches au sein des entreprises agroalimentaires pour mettre sur le marché des produits qui soient à la fois innovants dans les caractéristiques et la matière première, mais qui soient aussi culturellement acceptés, puisqu'on en parlait dans une culture où la gastronomie a toute sa place. Donc il faut que tout ça arrive à trouver sa place de façon à s'intégrer et à rentrer petit à petit dans une culture alimentaire qui n'est pas spontanée. Donc éthique, solidaire, fiable, des cautions, des attentes. Le consommateur veut aussi des aliments qui ont du sens, des aliments qui veulent dire quelque chose, qui apportent quelque chose. Voilà. La distribution, vous voyez qu'avec tous ces changements, la population, ces 70 millions d'individus, ils vont également fonctionner autrement. Ils ont d'autres attentes. Donc on a des évolutions également au niveau de la distribution, donc des horaires élargis. On va de plus en plus pouvoir commander directement via son smartphone. On va pouvoir se rendre dans des boutiques ou se faire livrer dans des points relais. On a un exemple là-haut c'est un magasin de producteurs, la toute première diapo en haut à gauche, c'est un magasin de producteurs, donc tout ce qu'il y a de plus traditionnel et classique, si ce n'est qu'à la sortie de ce magasin de producteurs, juste à coller, il y a des casiers dans lesquels on va retrouver 24 heures sur 24 les mêmes produits. Donc vous voyez que la distribution, elle aussi, est amenée à évoluer et ça marche très très bien. Amazon qui teste un concept de magasin dans lequel vous n'aurez plus rien à payer. Vous rentrez, vous mettez dans le caddie, vous êtes repéré par votre smartphone, vous ressortez et c'est prélevé sur votre compte directement. C'est dingue, ouais, directement sur votre compte. C'est en test, ça peut arriver rapidement, ça peut. Après, évidemment, j'ai quand même laissé la valeur du marché et du commerce de proximité. Et puis la possibilité de plus en plus, et ça Picard le fait également, de pouvoir consommer ce qu'on a acheté sur place. Donc l'exemple de Picard que je viens de vous donner. On a quelques magasins qui ont en sortie du supermarché la possibilité de réchauffer et de consommer directement ce que l'on a acheté. Donc c'est le supermarché du surgelé et en même temps mon espace détente. Un impact quand même de tout ça sur les pratiques et les usages agricoles, puisque si l'on souhaite des produits qui soient par exemple des œufs renforcés en oméga 3, ça veut dire que à la base les poules elles vont manger autre chose. Donc on va avoir une vraie mutation de plus en plus rapide sur des zones de production, en tenant compte que tout le monde doit y trouver son compte. Ça devient important. Les ménages ont de plus en plus envie d'avoir la certitude que du début à la fin de la chaîne, il y a une équité. Et puis la photo qui est en haut, ce sont des exemples de fermes urbaines qui vont également commencer à se développer, qu'on commence à trouver. Donc ce sont des cultures sur toit ou directement dans des immeubles. Donc en conclusion, ça va bouger. En conclusion, il va y avoir des petites mutations, si ce n'est que comme elles sont toutes petites et très progressives, on ne s'en rend pas forcément compte au quotidien. On les perçoit progressivement en disant « Tiens, ce produit-là, il y a 10 ans, 15 ans, il n'existait pas, mais il rentre dans notre quotidien. » Donc on ne s'en aperçoit pas forcément, mais il y a des choses qui vont quand même se généraliser, comme l'e-commerce. Les produits locaux, la grande distribution est de plus en plus en attente d'un approvisionnement de produits locaux. Le bio, le flexitarisme. Le flexitarisme, ça consiste à limiter sa consommation de viande. C'est pas j'arrête tout, c'est je le limite et je me raisonne sur ma consommation animale.
les produits à base de protéines végétales, et puis les évolutions que vous pouvez voir là-dessus, hein, avec à la fois des choses sur lesquelles il y a des certitudes et des choses qui restent encore à implanter, parce qu'il faut qu'elles trouvent leur voie, qu'elles prennent leur essor. J'en ai terminé de cette présentation vraiment globale sur les grandes préoccupations des ménages. Petite question s'il y en a. Sinon, je resterai aussi après la conférence pour discuter avec ceux qui veulent avoir plus d'infos. Ça y est ? Oui. Tiens. Ah, ça y est. Voilà, merci. Donc, je pense qu'on peut, si vous le souhaitez, laisser peut-être une ou deux questions après chaque présentation. Auquel cas, je fais circuler le micro, sinon je me fais disputer par la technique. Si pas de questions, on enchaîne. Pas de questions ? On enchaîne. Donc Clément ? Ah, une question. Où ça ? Bonsoir. Moi, je m'adresse à vous en tant que consommateur. Je trouve que c'est très bien ce que vous nous avez présenté. Mais je trouve qu'il y a un défi que devra relever l'industrie agroalimentaire. C'est pas tant par rapport au contenu, mais par rapport au contenant. En tant que consommateur, je suis assez sensible à l'impact environnemental de ma consommation. Et quand je me déplace dans une grande surface ou même dans n'importe quel magasin et que je vois la quantité de plastique qui entoure nos aliments, je me dis que... Excusez-moi, je perds mes mots. Non, mais j'ai compris le sens de... Ouais. Alors, ouais, vous avez 1000 fois raison. Je suis passée super vite sur la partie environnement. Dans la partie environnement, je ne sais pas si... Bon, en tout cas, dans la partie environnement, ce qui est certain, c'est qu'il y a la réflexion sur limiter les emballages. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme vous, se disent il y en a marre, quoi. On arrive, on vide les sacs de courses et on se retrouve avec une poubelle plus pleine de carton ou autre que ce qu'on le souhaiterait. Donc c'est une vraie démarche, en sachant qu'en parallèle de ça, il y a la notion de protection du consommateur, de protection des denrées alimentaires, de conservation aussi. Pour avoir un produit qui ne bouge pas, il y a un minimum. Mais effectivement, il y a de très gros enjeux pour limiter le superflu. Le superflu au niveau des emballages. Il y a des travaux qui sont faits. Après, il y a d'autres problématiques au niveau de la mise en avant dans les rayons et de la distribution. Parce que forcément, quand c'est emballé, un tube de dentifrice, il tient mieux s'il est dans une boîte que s'il est en vrac dans un bac. Mais ça fait partie des vraies problématiques, clairement. Ah oui, alors, tout à fait. Merci Clément. Oui, alors, il y a quelque chose qui se développe. Et effectivement, tu as raison de m'en parler. C'est les concepts d'épicerie en vrac. Alors qu'on va trouver en partie dans les grandes surfaces. De plus en plus, on va trouver ces tubes. Et effectivement, il y a des by Day qui a lancé ça. Et il y a d'autres concepts. Et on a maintenant des structures qui sont 100% vrac et qui mettent les petits sachets à disposition. En tout cas, vous avez bien fait de le soulever parce que c'est une vraie problématique. Ouais. Oui, je reviens sur... j'ai un peu le même point de vue que monsieur, c'est que là-dedans, on n'a quand même pas un panier avec des fruits et des légumes, et ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, alors que la tendance, elle vient aussi vers ça, vers les AMAP, le marché, les circuits courts et l'authenticité. Et là, je trouve que votre présentation, je la comprends, mais elle est très axée sur... l'agroalimentaire, la distribution de masse, et je me reconnais pas moi là-dedans personnellement, et c'est un peu dommage. Et pour information, il y a un magasin qui s'est ouvert à Saint-Ruf, c'est sans emballage, voilà. D'accord. Alors c'est vrai que j'ai plus orienté en fait sur ce qu'on connaissait pas. Ça, non.
Non, non, mais j'ai plus orienté effectivement la réflexion sur ce qu'on connaissait pas et qu'on allait voir. J'avais laissé la petite photo de la dame sur son marché. Évidemment, oui, évidemment. Il y a cette notion de local et de proximité qui est même prédominante par rapport au bio. Parce qu'aujourd'hui, au-delà d'être bio, il faut surtout que ce soit local. Donc oui, vous avez tout à fait raison sur les valeurs et l'ancrage qui restent prédominants. J'avais juste fait l'exercice en le calant sur voilà, des choses qui vont être nouvelles et qu'on n'a pas forcément encore sous les yeux. Mais oui, bien sûr. Oui. Alors, attendez. Ce que je vous propose, c'est qu'on garde les autres questions pour la fin. On dit une ou deux questions après chaque intervenant, mais après, on aura un peu de temps pour un débat. Donc, je pense qu'on peut passer le micro à Clément Lacalle, qui va nous parler de son activité autour de la production d'insectes. Bonsoir à tous. Alors donc moi je m'appelle Clément et je suis le fondateur de la Cricaterie. Donc je vais vous faire une petite présentation de ce qu'on propose à la Cricaterie. Et on va commencer par la grande question en fait qui est au final abordée ici, c'est pourquoi manger des insectes, pourquoi consommer des insectes. En fait on va directement passer, je dirais, dans le vif du sujet sur la partie le réel intérêt des insectes. Et en fait il vient de l'aspect déjà nutritif et l'aspect donc la santé et l'environnement. Donc si jamais on devait comparer par exemple l'élevage classique d'insectes avec l'élevage d'insectes avec l'élevage classique par exemple bovin, on voit que pour obtenir 100 grammes d'insectes ou 100 grammes de bœuf, il y a quand même des différences assez importantes. Par exemple, pour obtenir 100 grammes d'insectes, les insectes ils vont très peu manger en fait concrètement. On va leur donner 200 grammes de nourriture, donc par exemple 200 grammes de carottes, c'est en général ce qu'ils préfèrent, et ça leur suffira. On n'a même pas besoin de leur donner de l'eau parce qu'il n'y a pas d'abreuvoir pour les grillons par exemple. Ils vont directement boire quand ils vont manger leurs petites carottes tout de suite. Et en fait, en termes de pollution, la tendance c'est que concrètement, on arrive à faire des insectes locaux, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais il y a beaucoup moins de pollution. Donc si on compare rapidement avec l'élevage classique, on voit que pour obtenir 100 grammes de bœuf, on va utiliser 1 kg de nourriture, 2000 litres d'eau, et puis il y a 285 grammes de CO2 qui sont rejetés, notamment par l'animal en lui-même, puis après, sans compter tout le transport qu'il y a derrière de viande pour aller de l'éleveur à l'abattoir, puis à l'usine, puis après dans les centres, ou bien la distribution. Ça, c'est le point de vue déjà, j'irais, avantage sur l'environnement. Et ensuite, sur la santé, pourquoi les insectes aussi sont mis en avant. Mais concrètement, en fait, les insectes sont super riches en protéines. Donc là, si on devait comparer aussi 100 grammes d'insectes, il y a environ 50 grammes de protéines. Et quand on prend 100 grammes de bœuf, on est entre 20-30% maximum sur la viande plus classique. Donc il y a un aspect nutritif super intéressant sur les insectes, donc en protéines, ils sont riches en fer, oméga 3, oméga 6, en zinc, enfin, ils sont super bons pour la santé. Et en fait, tout ça, la vraie question, c'est donc pourquoi les insectes, aujourd'hui on en parle de plus en plus. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui on est 7 milliards sur Terre, et en fait en 2050 on sera 10 milliards d'habitants. Donc il y a une augmentation de la population mondiale, il y a aussi une augmentation de la consommation en viande, notamment dans les pays de l'hémisphère sud. Tout le monde veut manger de la viande, tout le monde veut manger des protéines, et en 2050, en fait, on s'aperçoit que on va peut-être pas arriver à nourrir tout le monde. Donc, comme on l'a vu dans la présentation tout à l'heure, il y a des nouvelles tendances, je dirais, alimentaires qui arrivent sur le marché, notamment par exemple les légumineuses ou alors avec les algues ou la spiruline, donc des produits vraiment très riches en protéines, pour arriver à créer des produits alternatifs qui permettront à l'avenir de nourrir tout le monde. Donc nous, l'idée, c'est pas de dire on arrête de manger de la viande, on mange que des insectes ou que des algues. L'idée, c'est de se dire que peut-être on va consommer à l'avenir moins de viande, mais ça sera de la viande de meilleure qualité. Et puis, au lieu d'en manger 7 fois par semaine ou 14 fois à tous les repas, on va manger donc moins de viande, on va manger un peu plus de poissons, de bons poissons, de bonne viande. Pourquoi pas des insectes, pourquoi pas des algues, des légumineuses. Donc ça fait partie des produits, des sources de protéines alternatives. Alors nous, nos insectes, donc à la Cricaterie, en fait, on a décidé de travailler avec des insectes 100% français. Alors pourquoi on utilise des insectes français? Tout simplement pour être sûr de la qualité, pour être sûr de la traçabilité. Et au final, voilà, moi je suis allé chez mes éleveurs, je sais comment les insectes sont élevés, je sais qu'au final on leur donne des bonnes petites choses à manger, donc je peux être sûr du produit que je vends.
Donc on travaille avec un premier éleveur en fait, qui va faire nos vers de farine, qui est situé dans l'Ain, et ensuite en Moselle pour nos grillons. Alors qu'est-ce qu'ils vont manger ces petites bêtes? En fait, mes éleveurs, ils ont des partenariats avec des agriculteurs locaux et ils vont récupérer tout simplement les fruits et légumes moches, donc ceux qui ne sont pas forcément valorisés dans le commerce classique. Et on va pouvoir du coup nourrir les insectes avec. Et il y a un circuit qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir, donc les agriculteurs vont donner ces fruits et légumes pour nourrir les insectes, et ensuite les agriculteurs vont pouvoir récupérer le fumier d'insectes pour pouvoir le mettre dans leur terre, pour pouvoir par la suite fertiliser la terre. Donc on arrive à un cercle vertueux qui est assez intéressant. Et du coup, nos insectes, au final, ils sont bien portants, bien nourris, avec des fruits et légumes bio, au final, parce qu'ils s'en foutent si la carotte, elle est moche. Ils l'aiment quand même, au final. Ensuite, concrètement, les produits qu'on commercialise à l'heure actuelle. Donc nous, l'idée, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas de dire on va arrêter la viande, on va manger que des insectes. L'idée même, c'est de dire on va pas se mettre tout de suite à manger des insectes à tous les repas. On va y aller petit à petit. Donc on a commencé tout d'abord par lancer une gamme d'insectes apéro. Donc là, tout simplement, les insectes sont déshydratés, ça les rend bien croustillants, et ensuite on va les préparer avec différents goûts. Donc par exemple, on a des grillons au curry, des grillons au persil, des verres de farine au wasabi, des verres de farine à l'oignon. L'idée, c'est de se dire que concrètement, les insectes, même s'ils sont consommés par 2 milliards d'habitants sur Terre, en Asie, en Afrique, en Amérique centrale, ici en Europe, c'est un peu quand même quelque chose qui est un peu bizarre au final de manger des insectes, même si on mange des crevettes, des huîtres, des grenouilles. On mange des choses un peu bizarres, mais les insectes, c'est pas encore ici. C'est pas encore bien développé ici. Donc l'idée, c'est de les consommer pour l'instant à un moment sympa, à l'apéro, et entre amis, c'est marrant. Et ça permet d'y aller petit à petit. Et notre gamme qu'on commence à développer, en fait, donc c'est les insectes à cuisiner, tout simplement. Là, ils sont nature, et je travaille avec des traiteurs, avec des restaurateurs qui commencent à valoriser les insectes et à cuisiner différentes recettes avec. J'ai eu par exemple des risottos au verre de farine, des salades de grillons, des pizzas au verre de farine aussi. Donc on arrive à avoir des produits assez marrants pour petit à petit montrer qu'au final on peut consommer les insectes. Un petit mot sur les futures gammes de produits. Alors bon, là c'est un petit proto. Le prototype actuel est un peu moins moche que celui-là, je dirais. En fait, par exemple, on travaille aussi sur des crackers à base d'insectes. L'idée, en fait, c'est de pas forcément utiliser l'insecte entier, mais de se dire qu'on peut le réduire en poudre et l'intégrer dans quelque chose pour pouvoir vraiment manger des insectes pour leur intérêt nutritif et plus manger des insectes pour le côté spectacle et marrant. Donc avec ces produits-là, ça va plutôt avoir comme vocation de, par exemple, un encas ou un goûter ou à 10 heures quand on a un petit creux. Et l'idée, c'est de faire un produit sain, un produit bon, riche en protéines, avec pas de colorant, pas de conservateur, des ingrédients bio possibles, et de pouvoir commencer petit à petit à faire une consommation plus quotidienne des insectes. Un petit mot maintenant sur le réseau de distribution. Alors moi j'ai lancé en fait la commercialisation des produits de la criqueterie en juin. Donc pour l'instant le réseau de distribution il est encore en pleine croissance. Principalement en fait je vends tout simplement sur mon site internet. Je travaille avec des revendeurs. L'idée en fait c'est aussi de proposer des produits dans des endroits grand public. Donc je commence à travailler petit à petit avec la grande distribution. Avec des bars, des épiceries. L'idée c'est vraiment de dédramatiser, démocratiser les insectes et donc les proposer à des endroits où tout le monde peut les retrouver. Et un autre point, la vente directe. Alors on aime bien faire des animations, on en fait pas mal. Ça permet de rencontrer les consommateurs, d'avoir les vraies réactions, les vrais retours. Et un autre canal de distribution. Un petit mot sur les prochaines étapes. Alors, par exemple, là, vous me voyez avec une superbe Charlotte sur la tête dans le labo de l'Isara à Lyon, où on fait un développement, on développe d'autres gammes de produits. Donc, par exemple, nos crackers sont préparés là-bas, et on travaille aussi en fait sur différents nouveaux produits tels que des barres de céréales aux insectes et aussi en fait des steaks qui utilisent de la poudre d'insectes. L'idée, c'est d'arriver dans le futur à proposer, mais comme on le voit avec par exemple les steaks de lentilles, les steaks de pois chiches ou les steaks de soja, des steaks d'insectes, où là du coup on a un réel intérêt à l'avoir dans son assiette au final.
Et ensuite, un deuxième point qui est en cours de développement, la création d'un élevage d'insectes. Et l'idée avec la création de l'élevage, l'acricaterie, en fait, c'est vraiment de développer des nouvelles espèces d'insectes. Et aussi, en fait, il faut savoir tout simplement qu'il n'y a pas beaucoup d'élevage d'insectes en France. Moi, j'en ai identifié 3 qui peuvent vraiment produire dans un environnement de qualité, traçable, sans risque. Enfin, voilà, des élevages vraiment bien, je dirais, bien montés, tout simplement. Il n'y en a que 3 en France. Donc l'idée avec mon propre élevage, ça va être aussi d'assurer un approvisionnement en produits, en matières premières, beaucoup plus conséquent. Et puis voilà, c'est tout. Voilà pour le projet. Globalement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions, donc. Le micro. Bonsoir. Pour moi, les insectes étaient considérés comme de nouveaux aliments et n'étaient pas autorisés à la commercialisation jusqu'à preuve du contraire. Donc, ils sont commercialisables en France depuis quand ? La réponse habituelle, c'est de dire que c'est pas illégal de vendre des insectes. En fait, en gros, pour expliquer rapidement, sans rentrer dans les détails, en Europe, en fait, la commercialisation de nouveaux produits alimentaire, elle est régie par une loi qu'on appelle Novel Food, donc elle est rentrée en 97 pour protéger l'arrivée des OGM et d'autres produits similaires. Et en fait, donc, cette loi a forcément des exceptions, comme toutes les lois, et en fait, les insectes comestibles ne sont pas cités dans ce texte de loi. Et l'exception, on peut commercialiser, je dirais, des produits sans rentrer dans le cadre de cette loi si les produits n'ont pas subi de transformation, importante. Donc nous, par exemple, les insectes qu'on propose pour l'apéritif sont des insectes entiers. Donc il n'y a pas de gros process alimentaire, on va juste prendre l'insecte vivant, le déshydrater et le préparer avec des épices. Donc là, ça nous permet de pouvoir commercialiser nos produits. La loi est en train d'être, renouvelée pour encadrer évidemment la vente d'insectes comestibles. Parce que moi j'ai des textes réglementaires et des renseignements qui viennent de la DDPP qui m'ont certifié qu'à ce jour les insectes étaient interdits à la consommation parce que considérés comme nouveaux aliments et qu'il y avait des études en cours. Bien sûr, et donc pour l'instant... En fait, il y a vraiment une différence entre les insectes entiers et les insectes transformés. Donc, je ne veux pas vous... Mais... ok. Non, en fait, voilà, c'est vraiment un flou juridique autour de cette loi. Alors, pour, clarifier, dans tous les cas, à partir du 1er janvier 2018, la loi européenne va être mise à jour. Voilà, donc là, on va... J'avais regardé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, et il y avait encore un texte venant du Sénat, etc., qui disait justement... Oui. En fait, justement, le gouvernement français est très précautionneux à ce niveau-là. En tous les cas, on ne fait pas n'importe quoi. Nous, on se base sur les... Non. Bien sûr, oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment... En fait, ça dépend aussi des DPP. C'est géré au niveau départemental. Et par exemple, je sais que dans certains départements, ils vont être très frileux par rapport à ça. Et nous, dans le Rhône, ils sont plutôt ouverts d'esprit, je dirais. Et ils acceptent, du coup, qu'on commercialise nos produits avec le cadre législatif belge qui, en 2013, en fait, ont cadré la législation. Donc là, il y a une tolérance belge. Il y a une tolérance... C'est ça. Voilà, donc il y a une... choses comme elles sont. Oui, mais après... La réglementation belge, Oui. pas la réglementation. Mais la réglementation européenne régit la réglementation française aussi. Oui, mais... Bah si, ça c'est un principe général. À partir du moment où un pays autorise en Europe la commercialisation d'un produit, tous les autres pays doivent l'autoriser. C'est un principe général. C'est ça. Est-ce qu'il y a... Alors attendez, toujours micro s'il vous plaît. Déjà, ça structure un peu le débat et en plus ça passe dans l'enregistrement. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions sur la commercialisation d'insectes? Alors, moi je voulais réagir par... mais il faut réagir dans le micro. C'est un peu bête, mais voilà, on commercialise des œufs avec des vaches de poules en cage. Pourquoi on ne commercialiserait pas des insectes? En fait, c'est tout simplement le temps que la réglementation se fasse. On est toujours un peu à la traîne et
En Europe, toujours le principe de précaution, donc voilà, c'est ça le problème qu'il y a actuellement. Mais on voit par exemple la Belgique qui ont en 2013 déjà lancé des textes de loi pour autoriser ça. En Suisse, le 1er mai dernier, ils l'ont fait aussi. Et on voit des pays comme aux Pays-Bas ou en Angleterre où c'est toléré à 100%. Et même si l'Europe, parce que c'est l'Europe en fait qui gère ces textes de loi-là, même s'ils mettent du temps à dire oui ou non, voilà, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais dans tous les cas, des pays ont dit ok, vous pouvez, c'est un marché d'avenir, vous pouvez y aller. Donc en France, c'est vraiment géré de manière départementale et c'est un peu partout. Bonsoir. Moi j'ai une question, je suis chef de cuisine. J'aimerais savoir s'il y a eu des essais, culinairement parlant, de fait, pour être un émulsifiant, quelque chose qui fasse mousser. Est-ce que les farines d'insectes en soi peuvent répondre à ça? Parce que moi j'ai décidé de virer tous les additifs de la cuisine il y a à peu près 6 ans. D'accord. Voilà. Maintenant, est-ce que techniquement, il y a quelque chose dans ce sens-là? Je ne saurais pas répondre, j'irai précisément sur les possibilités techniques des insectes en poudre ou ce genre de choses. Ouais, je sais qu'il y a pas mal de tests justement en termes de cuisine qui ont été faits, notamment, si je dis pas de bêtises, c'est en Norvège. Un cuisinier en fait qui s'est passionné pour les insectes et qui en a fait sa spécialité, où il va par exemple utiliser l'huile de verre de farine pour frire des frites tout simplement. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites dans ce sens-là. C'est vrai qu'après, nous, en termes de cuisine, c'est assez nouveau. On regarde pas mal du côté concrètement de ce qui se fait déjà en Thaïlande, en Afrique ou en Amérique centrale, où ils font plein de choses. Là-bas, c'est culturel. On va trouver des omelettes aux œufs de fourmis. On va trouver plein de choses vraiment très des recettes déjà établies en fait. Mais c'est vrai que l'aspect, je vous cache pas, j'ai pas encore travaillé, je dirais vraiment l'aspect cuisine en tant que tel de l'insecte. Mais ça pourrait être intéressant d'y travailler totalement. Ouais. Bonjour, j'avais juste une question sur la distribution. Vous avez dit que vous distribuez dans la grande distribution. Vous travaillez avec quelle enseigne et dans quel rayon? Moi, je travaille avec Intermarché. Alors, j'ai un premier magasin pilote à côté de Bourges. Et tout simplement, en fait, on est dans le rayon avec... pour le coup, en fait, on est dans le rayon avec les produits apéritifs bio. Donc, ça va être, par exemple, tout ce qui est graines bio ou ces produits-là qui viennent de plus en plus à l'apéritif. J'irai aussi la question où positionner ces produits dans le rayon. Mais l'idée, voilà, après, ça va être d'être concrètement avec, je dirais pour l'instant, on est insectes parce que la forme, c'est des insectes et le but, c'est avec les produits apéro, vraiment manger des insectes. Après, à l'avenir, la volonté, c'est vraiment de dire qu'au final, c'est des insectes, certes, mais c'est un vrai produit qu'on peut consommer tous les jours. Donc, la volonté à terme, c'est d'avoir nos produits. Je ne sais pas si on fait des barres de céréales, mais dans le rayon avec les autres barres de céréales, c'est vraiment de s'orienter dans ce sens-là. Et après, c'est une question aussi que je me pose actuellement. Est-ce que la grande distribution est vraiment... En fait, là, en gros, je ne vous cache pas, je suis un peu encore en train de tester les circuits de distribution. Et notamment, en fait, la grande distribution, oui, non, c'est aussi une question actuellement. Et je m'oriente aussi vers, par exemple, des épiceries ou des produits alimentation bio ou alimentation nouvelle, en fait. Voilà. Avez-vous envisagé de vous appuyer sur des organisations de grands cuisiniers pour diffuser vos produits? Pas encore, non. Parce que j'ai eu l'occasion d'assister dans un grand restaurant d'Avignon à une présentation de cuisine végane. Je vous avoue que ça a été un succès. Ce succès est en train de faire tache d'huile, c'est-à-dire qu'il y a une association qui s'occupe actuellement d'organiser des repas véganes un petit peu dans tous les restaurants du Vaucluse. D'accord, ok. C'est vrai que c'est pas un circuit qu'on a encore que personnellement j'ai pas encore bien exploité, mais c'est aussi la volonté avec la gamme cuisine par exemple qui va arriver, ça va être de faire des partenariats avec des restaurants et pourquoi pas des chefs pour justement créer des recettes et créer des menus complets à base d'insectes. C'est une volonté
que j'ai aussi envie de faire. Malheureusement, voilà, après l'apéro, justement, malheureusement, le planning est assez, assez restreint pour l'instant. En fait, il y a beaucoup de choses potentielles à faire avec les insectes. On peut partir sur plein de marchés différents. Donc, la seule chose qui manque, c'est le temps pour arriver à être un peu partout. Mais c'est une volonté que j'ai aussi, totalement. Moi, je voulais juste savoir, par rapport, comparé au bœuf ou aux choses comme ça, la viande est tracée. On a des vétérinaires qui sont dessus et qui nous suivent sans arrêt. Vous, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un service vétérinaire qui surveille comment vous tuez les insectes, comment vous les faites Bien sûr, sécher, tout ça? Vous avez une estampille européenne, ça se passe comment? En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà concrètement, les insectes, les espèces d'insectes qui sont élevées en France, c'est pas n'importe lesquels. On avait pris des premiers insectes dans la nature. En fait, déjà, on a sélectionné des insectes qui étaient déjà consommés depuis des centaines, voire des milliers d'années, par exemple en Thaïlande. Donc là, en France, pour l'instant, pour l'alimentation humaine, j'entends, il y a seulement l'élevage de grillons et de vers de farine. Ces deux espèces d'insectes qui sont consommées un peu partout dans le monde. Et concrètement, sur l'élevage de ces espèces-là, forcément, il y a de la traçabilité. Et en fait, déjà, en fait, le gouvernement belge, quand ils ont en 2013 autorisé la vente d'insectes, ils ont aussi sorti un cahier des charges sur l'élevage. Ce qu'a fait aussi la Suisse quand ils ont autorisé à leur tour la vente d'insectes comestibles. Donc on a quand même un cahier des charges forcément à respecter, qui est concrètement assez nouveau. Mais en soi, je dirais, on est encore plus précautionneux sur l'élevage d'insectes que sur n'importe quel autre élevage. Parce que justement, comme on en discutait tout à l'heure avec madame, c'est un secteur qui est très visé par la DDPP et tous les autres organismes. Donc l'idée, c'est d'être irréprochable sur l'élevage, d'avoir une traçabilité impeccable. Et tous nos produits vont forcément être testés par des laboratoires. Et il y a des tests tous les mois qui sont réalisés pour être sûr de l'innocuité du produit. Voilà. Bien, merci Clément. On va passer à la suivante. Nina Lozoker ici. Vous avez la zapette et on vous écoute. Bonsoir. Bon, moi j'aimerais bien goûter le burger à base d'insectes volontiers. Je vais rester assise si ça ne vous dérange pas, je crois que vous me voyez tous très bien. Donc Nina, je suis cofondatrice de Loki Kombucha. Donc mon associé Sébastien n'est pas là, mais il a toute sa part au projet. Donc nous, on a créé notre brasserie. Donc on produit et on commercialise une boisson à base de thé fermenté qui s'appelle le kombucha. On l'a absolument pas inventé. Kombucha, c'est le mot générique, comme on dirait du vin ou de la bière. Donc kombucha, c'est du thé vert ou du thé noir fermenté. Je vais vous expliquer un peu plus après comment ça se fermente. Donc on est certifié bio. On est également certifié équitable. Donc je vous expliquerai un peu l'approvisionnement tout à l'heure. Donc voilà, on est plutôt sur les secteurs naturalité, santé, et on est aussi sur l'éthique, beaucoup chez Loki. Donc voilà, on est sur 3 critères de la présentation de tout à l'heure. Voilà, donc c'est aussi ce qui nous a motivés à lancer notre entreprise, c'était de pouvoir répondre à ces valeurs-là en tant que fondateur. Donc on a 3 recettes aujourd'hui, c'est que du thé vert fermenté, mais on rajoute aussi des jus ou des infusions, dont une à base de spiruline, menthe poivrée, donc c'est la verte, il y a curcuma citron vert en jaune, carotte gingembre au milieu en orange, thé vert thé puère, donc c'est la version nature, à base de thé, et pomme betterave. On est sur 2 formats, 33 centilitres, ça c'est celle que vous voyez. On a aussi 75, donc on est sur des magasins bio spécialisés en 75 et en 33. Ils aiment bien aussi le format snacking. Et puis on a fait aussi ce petit format pour répondre aux besoins des restaurants, cafés, hôtels qui sont en recherche de ces boissons un peu nouvelles. Donc voilà, ça c'est une photo, donc il y a Sébastien. Donc nous on aime bien dire qu'on est éleveur de bulles. Voilà, donc on les chouchoute, nos bulles, dans ces grandes cuves. Donc là, ce sont des cuves de 1000 litres. On a commencé avec des cuves un peu plus petites de 200 litres. Mais bon, le kombucha, ça reste quand même toujours, si vous voulez, un bon kombucha, un vrai qui a des effets. Il doit être fermenté à échelle artisanale quand même. Il y a des gros industriels qui ont essayé de le produire. Ils vont forcément devoir le pasteuriser.
Or, je vais vous expliquer après, le kombucha, une fois pasteurisé, il n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc voilà, le nôtre n'est pas pasteurisé. Donc c'est du thé vert pleine feuille qu'on reçoit. Donc comme je vous disais, tout est bio à 100% chez nous, à part la spiruline, parce qu'il n'y a pas encore le cahier des charges aujourd'hui à l'Union européenne qui a été décidée, mais bon, elle est faite dans les règles de l'art. Donc thé vert pleine feuille qu'on fait infuser. On le sucre avec du sucre blond qui est équitable également. Donc le thé vert vient du Vietnam, une petite filière de producteurs et petite filière de producteurs du Paraguay pour le sucre. On fait infuser tout ça, on mélange et une fois que c'est froid, tac, ça monte dans notre salle de fermentation, dans les cuves. Et là, on met en contact ce mélange de thé sucré avec une mer de kombucha. C'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Hein. Si vous êtes curieux, après, vous pouvez aller sur notre blog, on vous explique tout pour le faire chez vous. Donc voilà, et donc cette mer de kombucha qui a un aspect un peu gélatineux, comme une mer de vinaigre, voilà, on appelle ça un champignon familièrement. En fait, c'est une symbiose de levure et de bactéries, et donc ces bactéries vont manger le sucre. Vous allez voir qu'en 7 jours, le sucre va baisser drastiquement et ça va monter le niveau d'acidité dans votre boisson. Et en fait, il s'avère que cette mer de kombucha se nourrit de sucre, elle a besoin d'énergie pour fermenter, et elle rend des petits micro-organismes vivants dans la boisson, qu'on peut appeler probiotiques, même si on n'a pas le droit, réglementairement parlant, de l'écrire sur nos étiquettes, parce qu'on n'a pas passé les tests comme les grands laboratoires pour donner les noms des souches. Mais ça a le même effet probiotique pour vos intestins. Voilà, donc ça c'est tout l'intérêt du kombucha. La légende dit que les empereurs chinois se soignaient avec ça. Alors ils ne se soignaient pas comme les occidentaux le disent, en mode on a un problème, on se soigne direct. Ils prévenaient les problèmes, ils étaient vraiment en conscience, prenaient soin d'eux en buvant régulièrement du kombucha. Donc le kombucha, voilà la définition que vous voyez sur nos bouteilles, qu'on a sur nos bouteilles. Donc c'est une boisson à base de thé. Donc nous c'est du thé vert, mais on peut le faire avec un autre thé naturellement fermentée qui devient pétillante à l'issue de la fermentation. Donc il y a des petites bulles, c'est pour ça qu'on est éleveur de bulles, et qui développe des micro-organismes vivants. Donc on est là ce soir pour parler de l'alimentation de demain, l'alimentation du futur. Donc pourquoi c'est un produit du futur, même s'il existe en fait depuis fort longtemps et qu'on se rend compte vraiment dans les recherches anthropologiques. Je ne sais pas si vous avez lu les livres Ni cru ni cuit, voilà, ce genre de bouquins. La fermentation, c'est l'histoire de notre civilisation. On a fermenté très très tôt. C'est pas cru, c'est pas cuit. Il y a des petites bactéries qui s'occupent de tout et qui prédigèrent les aliments. Et puis il y a une sorte d'équilibre qui se crée où finalement les bonnes bactéries prennent le dessus. Bon, s'il y a une moisissure, vous allez le voir très vite, hein, c'est pas beau. Mais par contre, si tout se passe bien dans la fermentation, ben, y a un équilibre qui se crée et les pathogènes ne peuvent pas se développer. C'est assez génial. C'est pour ça qu'on peut se permettre de ne pas fermenter, de ne pas pasteuriser notre produit. Donc voilà, on a besoin de rééduquer aujourd'hui le marché et les consommateurs, parce qu'on leur dit fermenter, tout de suite fermenter, on fait un peu la grimace. Donc nous, chez Loki, on s'est donné une mission, c'est de rendre la fermentation un peu sexy, de vous refamiliariser avec. Parce qu'on a été dans cette ère avec Pasteur où, bah oui, forcément, il y a des mauvaises bactéries dans notre environnement, mais elles ne sont pas majoritaires. Faut savoir que notre intestin est tapissé de bactéries et que sans elles, on ne pourrait pas vivre. Donc il y a aussi plein de super bonnes bactéries dont on a besoin pour bien digérer, pour être en bonne santé. Et on fait de très belles découvertes aujourd'hui. La science, en tout cas, avance beaucoup sur le microbiote. On ne s'intéressait pas trop à notre intestin ces dernières décennies. Aujourd'hui, on commence à aller un peu en profondeur de tout ça. On se rend compte qu'on a un intestin très très riche, que notre manière de manger aujourd'hui, trop stérilisée, trop pasteurisée, fait qu'on a des intestins en pas très bonne santé, un peu faibles. On est même en train de faire des liens avec les problèmes un peu mentaux qu'il y a dans notre société, les dépressions. On est même en train de faire d'autres liens un peu plus sérieux, comme quoi ce serait directement lié à notre ventre, le deuxième cerveau. Donc c'est tout l'intérêt de consommer des produits vivants, des produits tels que le kombucha, mais il n'y a pas que ça, il y a la choucroute, il y a tous ces légumes lacto-fermentés, il y a le kéfir, il y a plein de produits vivants qui sont très intéressants à consommer, que vous pouvez faire à la maison. Et si vous n'avez pas le temps, il y a des micro-brasseries comme Loki qui s'en chargent. Voilà, donc pour nous c'est vraiment l'aliment du passé, qu'on va faire venir dans le futur parce qu'on l'a complètement oublié à un moment et pourtant on en a cruellement besoin.
Voilà, donc comme je vous disais, la fermentation, ça permet de bien conserver les aliments. On peut conserver un pot de légumes lactofermentés pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a pendant la fermentation une prédigestion qui se fait, donc ça améliore la biodisponibilité. Si vous mettez du curcuma, ou si vous mettez, on sait que le curcuma, on a du mal un peu à l'assimiler tout seul dans son ventre, s'il est fermenté avant, il va être prédigéré, donc on va pouvoir mieux assimiler les bienfaits du curcuma. Je vous parle du curcuma, il y a plein d'autres choses. Voilà, et puis il y a aussi l'aspect plaisir, clairement. Nous, c'est pour ça qu'on s'est lancé chez Loki, c'est qu'il y a l'aspect santé du kombucha, c'est bien, mais il y a aussi l'aspect plaisir. Le kombucha, c'est une vraie boisson, c'est un soda naturel. On peut le boire à l'apéritif, on peut le boire le matin au petit déjeuner à la place d'un jus de fruits, on peut le boire à la place d'un soda, ou en lendemain de soirée, quand on a trop bu, ça marche aussi. Voilà, donc le kombucha est une vraie alternative santé et plaisir. C'est ce que les clients recherchent aujourd'hui et on voit bien cette volonté des restaurateurs d'aller proposer autre chose que du Coca-Cola et des sodas un peu trop chimiques pour pouvoir proposer un aspect plaisir, une boisson pétillante que vous pourrez goûter tout à l'heure, mais aussi très peu sucrée. Légèrement acidulé, et qui fasse du bien et qui fasse plaisir en même temps aux papilles. Donc notre microbrasserie, elle a été créée, notre premier batch, il est sorti il y a 2 ans, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet. Dès le démarrage, on a été sur l'éthique du projet parce qu'on s'intéresse à comment manger demain. Nous, clairement, on a démarré le projet en se disant qu'on en avait vraiment cruellement marre d'être dans nos petits cafés préférés, sur une terrasse ou dans nos restaurants et d'avoir le choix entre de la bière, un Perrier ou un jus de fruits et pasteurisé, les petits pagots là. Bon voilà, c'était un peu triste. Et donc nous, on avait vraiment envie de proposer une alternative. On s'est dit, ça n'existe pas en France et les Français ont vraiment besoin peut-être de découvrir des produits intéressants comme ça. On a voulu, dès le démarrage, certifier à 100% nos approvisionnements. Donc on a décidé d'être en 100% bio. Ça, c'est des choix très personnels. D'un point de vue environnemental, on ne voulait pas d'un thé plein de pesticides. On était consommateurs bio avant de lancer notre projet de toutes les manières. Équitable parce qu'on peut faire du bio mais complètement exploiter son prochain. Donc voilà, bio, on fait attention à ne pas mettre de pesticides, il y a des critères environnementaux, mais il n'y a pas du tout écrit dans le cahier des charges bio, votre producteur doit être bien rémunéré ou ce genre de choses. Donc on a voulu aussi que ce soit équitable, faire en sorte que le thé, le sucre, ça vient de loin. On n'a pas forcément la main, on ne va pas les voir tous les jours, savoir comment ça se passe là-bas. Donc là, au moins, on est garanti qu'ils soient bien rémunérés et qu'ils puissent bien se développer en parallèle de leur activité professionnelle. Donc l'équitable, c'est pour ce qui vient de loin, mais nous, on aime bien aussi le solidaire, donc on travaille aussi dès qu'on peut, en circuit court. Les jus que je vous ai montrés tout à l'heure, donc qui sont mélangés avec notre kombucha, dès qu'on peut, ils viennent de juste à côté. Donc la spiruline, je ne connaissais pas monsieur jusqu'à ce soir, mais on a une spiruline qui est très locale aussi dans les Alpilles. L'amande poivrée, elle pousse à la Roque d'Enterron. Nos carottes, elles viennent de Gordes, dans le Luberon. Nos pommes, elles viennent d'Arles. Voilà, on fait vraiment en sorte, dès qu'on peut, d'aller chercher la matière première pas loin de chez nous. Donc voilà pour notre cahier des charges d'approvisionnement. Et après, on a créé notre projet vraiment... un projet qui a du sens. Je pense que les consommateurs cherchent du sens, mais les entrepreneurs aussi, en tout cas nous. Donc on a décidé dès le démarrage d'alimenter en énergie 100% verte notre atelier. Donc on est chez Enercop aujourd'hui, où on est dans la coopérative. Et après on a choisi aussi nos banques d'une manière responsable. Donc on est allé chez le Crédit Coopératif d'abord parce que ils ont une éthique, ils disent ne pas investir dans les paradis fiscaux. On va bientôt être financé par la NEF. Donc voilà, on essaye de trouver d'autres moyens de financement aussi. Notre comptable nous a pris un peu pour des fous, mais on a aussi accepté la monnaie locale complémentaire de la Provence, la roue. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que ce n'est pas le sujet, mais on peut payer aussi certains de nos fournisseurs ou certains de nos clients peuvent nous payer en roue.
Et donc toutes ces bonnes pratiques sont partagées sur notre blog, parce que notre idée aussi, c'est de pouvoir aider les consommateurs de demain. Parce que voilà, nous, dans les tendances, clairement, qu'on a identifiées, mais surtout auxquelles on croit et auxquelles on veut participer, c'est que le consommateur se forme de mieux en mieux. On est conscient aujourd'hui que par certains industriels nous ont un peu caché certaines pratiques pas très jolies. On a envie de savoir exactement ce qu'il y a dans notre produit. On préfère avoir des listes d'ingrédients bien courtes, savoir exactement ce qu'il y a dedans. On a envie de savoir que les personnes qui le produisent vivent bien, convenablement. Et on a envie, du coup, de bien identifier les produits, savoir d'où ils viennent. Bon, voilà. Bon, je ne vous parle pas de la RSE, notre charte RSE et notre plan d'action. Bon, voilà, ça c'est... la RSE, c'est clair pour tout le monde, je pense. La responsabilité de l'entreprise. Voilà, donc on est engagé là-dedans et notre souhait vraiment, même si on est tout jeune aujourd'hui, c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc voilà, dès le démarrage, en fait, on est certifié par EcoCert en tant qu'entreprise responsable et l'idée, c'est de se développer en créant le moins d'impact négatif possible sur l'homme et l'environnement, de manière générale. Vous pouvez nous payer en euros, tout à fait. Bah voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci. Et je ne sais pas si tu as dit que la brasserie était à Cavaillon. Oui, j'ai peut-être pas précisé. Tu l'as pas dit ? Non, c'est ce qui me semblait. On est à Cavaillon. On a démarré sur l'agroparc à Avignon, donc à la pépinière Creativa au tout démarrage. D'ailleurs, je voulais vous dire, vous avez présenté tout à l'heure les petits box de producteurs. Il y en a un. Il y en a un à l'agroparc, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Voilà, et puis on a eu besoin d'un peu plus de place parce qu'on a démarré dans 50 mètres carrés, donc c'était un petit peu serré. Et voilà, donc là on vient de déménager sur Cavaillon, sur le Mine, donc tout à côté. Des questions ? Oui. Bonsoir. Voilà, alors j'avais qu'une question en fait et une préoccupation pour mon futur et pour mes proches, très attentionnés sur l'alimentation saine. Ce qui me préoccupe en priorité maintenant, c'est que va être notre futur pour pouvoir se nourrir sainement et à quel prix ? Parce que c'est de plus en plus dur de se nourrir sainement, on s'accroche, c'est de plus en plus cher. Ma question était, c'est votre produit ou le vôtre, très intéressant et je suis très curieuse et je vous en remercie pour votre présentation. Mais comment dire, manger des insectes, à quel prix ? C'est toujours de l'innovation, c'est toujours un démarrage. Est-ce que ça va être abordable pour nous, notre futur alimentaire ? Voilà. Alors. Le bio est cher, quoi. Je veux dire, ouais. Non, je suis on entièrement d'accord. tous manger, voilà, bon, d'une certaine façon. tout à fait. Bon, alors il y a différents sujets. La première, c'est que vu qu'on parle d'alimentation de demain, on est à peu près tous sur des sujets un peu innovants aujourd'hui. On est tous dans des zones grises un petit peu au niveau de la réglementation, etc. Et on prend un risque concrètement en tant qu'entrepreneur aujourd'hui parce qu'on se propose, c'est un peu le sujet avec la dame tout à l'heure, c'est que la réglementation est souvent pas la première à mettre en place les choses qu'il faut pour le futur. C'est souvent des pionniers qui se proposent, qui commencent à travailler dessus. C'est eux qui travaillent avec l'Union européenne, etc. et qui après font rentrer les textes. Donc aujourd'hui, nos produits sont peut-être un petit peu chers parce qu'on est les premiers à le faire, qu'on prend beaucoup de risques. Et que à terme, quand ça va se populariser un peu et qu'on sera plus nombreux, les prix seront plus accessibles. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Après, pour notre part, la fermentation, c'est quelque chose que les gens peuvent faire chez eux. Donc, et ça, on s'en cache pas et on partage nos pratiques. Donc, c'est le moyen de pouvoir consommer à un moindre coût, c'est de pouvoir faire soi-même. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur le bio, etc. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les sujets sociétaux, etc. Mais c'est vrai que, on n'a pas parlé de la PAC, du fait que les agriculteurs bio aujourd'hui n'ont plus d'aide, on leur a coupé. Voilà, donc aujourd'hui, ce que vous ne payez pas dans vos légumes conventionnels, vous le payez déjà au travers de vos impôts. Donc vous ne payez pas vos fruits et légumes au vrai coût. Alors que le bio, vous payez au vrai coût. Donc vous payez 2 fois, malheureusement, parce que vous payez vos impôts plus vos légumes bio. Mais voilà, donc il y a aussi la réglementation qui doit aussi se mettre à la page pour que ce soit équitable et juste pour tout le monde.
Mais bon, j'ai bon espoir pour que ça arrive. Voilà. Clément, pour les insectes? Oui, une petite précision pour les insectes aussi. C'est vrai que globalement, le coût actuel des insectes est plutôt élevé. Notamment, en fait, c'est tout simplement... je dirais quand on compare en fait, le coût des insectes qu'on peut trouver en Thaïlande, où on va être aux alentours de $50 le kilo de grillon par exemple, et le coût en France, où là, globalement, les coûts, c'est plutôt 400 € le kilo de grillon. Globalement, il y a plusieurs facteurs, je dirais, qui rentrent en compte. Le premier, c'est globalement, au final, c'est un secteur nouveau, un nouveau métier. Et les élevages qui existent actuellement en France ou en Europe pour les insectes sont pas, je dirais, sont très jeunes en fait. Ils ont 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour les plus vieux. Donc ils sont peu automatisés. Donc il y a plein de gens qui travaillent. C'est fait manuellement. Au final, et c'est pas, je dirais, optimisé dans les coûts ni rien. Donc ça explique une partie du coût élevé des insectes. Et ensuite aussi le fait qu'il y ait peu de volume explique qu'au final les coûts sont importants. La volonté que j'ai moi, et c'est aussi celle de mes éleveurs, c'est forcément d'arriver à faire baisser le prix des insectes, les rendre plus abordables et pouvoir mieux les inscrire dans une consommation courante. Et ça va arriver, mais il faut laisser le temps aux éleveurs d'arriver à faire des volumes plus gros, optimiser les coûts. Et voilà, parce que concrètement, ce qui coûte beaucoup pour l'instant, c'est les frais de personnel, les locaux, tout le manuel en fait. Mais c'est une volonté qui est claire et nette. Et c'est aussi comme ça qu'on va réussir à faire que le produit va être démocratisé. On ne va pas toujours pouvoir vendre des insectes à 500 € le kilo d'insectes. Donc ça fait partie aussi du futur et des objectifs. Peut-être les questions qui concernent plusieurs intervenants, on peut peut-être les garder pour la fin. Et là, plutôt revenir sur donc, le kombucha. Est-ce qu'il y a des questions sur le kombucha? Oui? Oui, bonsoir. Juste une idée du prix? Oui, alors je vais vous donner le prix consommateur. La petite bouteille va sortir autour des 3 €. D'accord. La grande bouteille autour des 6 €. Ok. Voilà. Une autre question, c'était là. Oui, bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait une réelle différence avec un kéfir de fruits et si vous pensiez vous diversifier justement, partir sur de la production de kéfir de fruits ou de produits plus santé ou plaisir. Alors le kéfir de fruits, c'est un cousin du kombucha, donc c'est pas le même ferment, mais ça va développer les mêmes intérêts, les micro-organismes, etc. Donc c'est un cousin, tout à fait. Sébastien a commencé quand c'était dans notre petite cuisine qu'il a fait tout ça pour démarrer. Il avait fait aussi du kéfir. Voilà. Il a préféré le kombucha. Le kéfir, donc, pour ceux qui connaissent pas très bien, donc, ça se développe dans l'eau. Donc c'est des petits grains de kéfir blancs. On va sucrer l'eau. On va mettre une petite figue séchée et 2-3 tranches de citron. Ça va fermenter pendant 2 à 3 jours. Et on va avoir une sorte de petite limonade un peu sympa qui pétille et qui va être riche en micro-organismes de la même manière que le kombucha. Le kombucha, lui, ne se développe que dans le thé. Donc, ce qui nous a plu dans le kombucha, en plus du kéfir, c'est qu'il y a ce thé, donc la richesse des arômes du thé. Ça amène un intérêt en goût un peu plus intéressant que le kéfir. Et l'apport nutritionnel des antioxydants qui était un plus par rapport à l'eau du kéfir. Il y a des kéfirs de lait aussi, on peut faire ça dans du lait. Ok, on est pour la diversification, oui. Notre mission, ça a été écrit dès le démarrage, c'est de rendre sexy les produits fermentés. Donc, on ne s'arrêtera pas que sur le kombucha. Après, comme je disais à Adam tout à l'heure, on sait beaucoup d'investissements, c'est des risques qu'on prend. Donc, on essaye d'amortir déjà notre outil de production pour le kombucha, de continuer à répondre à la demande. Et il faut savoir aussi qu'il y a des cross-contaminations de ferments. On peut pas faire fermenter n'importe quoi à côté du kombucha. On a eu des petites histoires aux États-Unis d'une brasserie de bière à côté d'une brasserie de kombucha. Ça a donné un truc un peu bizarre. Faut pas être à côté d'une boulangerie non plus parce qu'il y a des petits levains comme ça qui volent. Là, donc on pourra pas faire fermenter n'importe quoi à côté du kombucha et il faudra peut-être un deuxième local. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite. Ok, je disais, on est à peu près raisonnablement en retard, donc 1 ou 2 questions encore.
Oui, je voulais savoir, vous avez dit que les industries agroalimentaires n'arrivaient pas à le produire en grosse quantité. C'est quoi le défi technique qui les bloque Alors, ce qui se passe, c'est qu'en grosse quantité, on va être obligé de pasteuriser et de renforcer du coup en CO2, puisqu'il n'y a plus de micro-organismes vivants. Donc, en fait, nous, on accepte quelques contraintes. Par exemple, notre produit, il est forcément en température dirigée au niveau de la livraison. Bon, bah ça, mine de rien, ça a un coût. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule boisson sur le marché qui est livrée au frais, à part des jus extra frais. Sinon, tous les coca, les pagos, etc., ils sont tous en ambiant. Il n'y a pas de contrainte de livraison. Donc, les industriels, dès qu'ils veulent aller très vite et aller sur les bons circuits, avoir une logistique déjà toute faite, sont obligés de pasteuriser pour plus avoir ces contraintes-là de fermentation dans la bouteille pendant tout le cycle de vie du produit. D'accord. Mais justement, il y a au niveau fermentation, il y a tout ce qui est bière et tout ça, on s'en sort sans pasteurisation forcément. Toutes les bières industrielles sont pasteurisées. Ouais. Bonsoir. Est-ce que vous craignez pas, justement, du fait de vous positionner sur les sodas sucrés, que si vous prenez vraiment un essor derrière, que vous puissiez avoir des freins mis par Coca, Original Schweppes, des gros industriels en place, justement sur le flou qui peut entourer votre pratique? Ouais, c'est bon, j'ai fini. Oui, c'est un vrai sujet. On a la chance en Europe d'être un tout petit peu en retard par rapport à l'Amérique du Nord, où il y a eu beaucoup de microbrasseries, de kombucha, etc., qui sont créées ces 6-7 dernières années. Donc on a un peu le retour de leur expérience, et du coup en Europe, on essaie de s'organiser un petit peu mieux et de bénéficier de leur histoire. Et donc on est déjà regroupés, en fait, tous les brasseurs d'Europe sont regroupés pour travailler sur la réglementation, la gestion des définitions et tous les enjeux réglementaires. Voilà. Donc, normalement, on va essayer d'être un peu costaud ensemble, parce qu'on sait très bien que c'est pas tant les microbrasseries du coin le principal concurrent, ça va plus être les mastodontes de la boisson qui risquent de nous poser problème à terme. Ok, merci. On va passer à la présentation donc, de Jean-Bernard sur la spiruline. Voilà, je ne sais pas si tu veux te lever ou... Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, une présentation rapide. Donc, moi, je m'appelle Jean-Bernard Simian. Je suis ingénieur en agriculture de formation. Il se trouve que j'ai fait l'ISARA il y a 25 ans de ça. Donc, l'Institut supérieur d'agriculture de Rhône-Alpes. Formation pendant laquelle je n'ai jamais entendu parler de la spiruline. Pas plus que des insectes ou des boissons de type kombucha. Donc on voit que les choses évoluent. Vous avez de la chance ici d'entendre parler de tout ça. Donc j'ai démarré cette activité de production de spiruline en 2005. C'était à l'époque la première ferme de culture de spiruline en région PACA. Il y en avait 4 autres en France. On verra que depuis, le marché s'est beaucoup développé. On est de plus en plus nombreux à en cultiver, j'y reviendrai. Donc, je suis également membre et responsable de la communication de la Fédération des spiruliniers de France, qui est une association qui regroupe la majeure partie des producteurs artisanaux de spiruline en France. Donc, c'est plutôt à ce titre que je vous parle, plutôt qu'en tant que producteur identifié comme dépendant d'une marque en particulier. Donc, mon intervention, je l'ai appelée spiruline, le plus ancien des aliments du futur. On va voir pourquoi. On va commencer par se repérer un petit peu dans la classification des êtres vivants. C'est important de se situer. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à nos amis du service communication de l'ICEMA qui ont illustré la spiruline avec une algue ici, une algue brune exactement, qui s'appelle le wakame. Alors qu'en fait, la spiruline se situe ici, bien loin, puisque là on est dans les végétaux, ici on est dans les bactéries, on en parlait tout à l'heure avec le kombucha, et la spiruline se situe donc dans la classification des cyanobactéries qu'on appelle aussi les cyanophycées ou les algues bleues. Donc on est aussi dans le domaine des micro-organismes. À titre de comparaison, donc nos insectes se trouvent ici, et l'être humain il est à côté du zèbre ici chez les mammifères, donc on peut dire que la spiruline elle est exactement de l'autre côté par rapport au règne du vivant. Qu'est-ce que c'est que la spiruline? En fait, c'est un micro-organisme microscopique qu'on appelle souvent une micro-algue, de façon à
être un petit peu plus bien perçue par le public. On en parlait tout à l'heure, Nina a parlé des bactéries. Effectivement, les bactéries sont nos amis en réalité, sauf que dans l'imaginaire public, elles sont souvent associées à des choses négatives comme la maladie, les infections, etc. En réalité, la plupart des bactéries sont extrêmement positives, extrêmement favorables à la vie sur Terre, notamment la famille des cyanobactéries comme la spiruline est à l'origine de la création de l'atmosphère terrestre. On peut dire que c'est grâce aux spirulines et bien qu'aujourd'hui on peut être sur Terre avec 20% d'oxygène dans l'atmosphère. Donc ce sont des éléments microscopiques, la taille réelle d'un bout à l'autre. Vous voyez qu'on a une forme spiralée. Ici, la taille réelle d'une spiruline, c'est à peu près 50 microns, donc un 20e de millimètre. J'en ai amené un peu en partant, pour qu'elle voie du monde. Donc j'ai pris dans un bassin de culture un petit échantillon. Là-dedans, il y a des dizaines de millions de spirulines qui sont là, qui vous regardent, et que je remettrai dans le bassin en rentrant chez moi. On les regardera au microscope. Tout à l'heure, j'ai amené un microscope pour que vous puissiez voir ça directement de vos propres yeux. Donc sur Terre depuis 3,5 milliards d'années, c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez ancien, on n'a rien inventé. C'est une des premières formes de vie apparues sur Terre et une forme de vie capable de photosynthèse, donc d'utiliser la lumière du soleil directement comme source d'énergie. Également un aliment ancien, puisqu'il est connu, cet aliment, depuis très longtemps. J'ai retrouvé ici un exemplaire de Science et Avenir datant de 1959, qui titrait « Depuis des lustres, une tribu primitive du Tchad exploite la nourriture de l'an 2000 ». Eh oui, en fait, à l'époque, ils ne savaient d'ailleurs même pas que c'était de la spiruline, mais c'est des ethnologues qui avaient observé cette coutume et cette tradition au bord du lac Tchad, qui consistait à récupérer une sorte d'algue dans le lac, à la faire sécher et à la distribuer comme aliment. Ils se sont rendus compte que les gens qui avaient accès à cet aliment étaient en bien meilleure santé que ceux plus loin qui n'y avaient pas accès. En regardant de plus près, on s'est rendu compte que c'était des micro-organismes et que c'était en fait de la spiruline, ce qu'on appelle maintenant la spiruline. La spiruline, donc, on ne va pas rentrer dans le détail de la technique de production, malheureusement, puisqu'on m'a demandé de faire un quart d'heure. C'est un peu dur, d'habitude je fais 1h30, donc je vais être obligé de faire court. La spiruline, elle est donc sous forme liquide, donc quand elle est dans son milieu de culture. Ensuite, elle va être récoltée et on la trouve aujourd'hui sous différentes formes de présentation pour le grand public. On la trouve sous forme fraîche, de manière encore très, très rare et très confidentielle, puisqu'il faut être immédiatement à proximité d'un producteur. On la trouve sous forme de paillettes déshydratées, ce qui est la forme la plus simple, qui est celle que, par exemple, moi-même, je propose à mes consommateurs, où on a simplement une déshydratation sans autre transformation. Et puis également, on va la trouver sous forme de poudre, de comprimés, de gélules, et également sous forme, donc, parfois ajoutée à d'autres aliments. On parlait tout à l'heure d'une boisson qui en contient. Il y a aussi pas mal d'aliments qu'on a vu aussi dans vos photos de présentation, des gnocchis à la spiruline, bon, on peut l'utiliser. Elle est même utilisée aussi comme colorant alimentaire dans certains aliments. Mais là, on va parler de la spiruline donc, comme aliment, donc à l'état pur, sans transformation. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors la production, quelques chiffres pour situer un petit peu les enjeux. La production, elle se fait encore dans les lacs naturels. On voyait tout à l'heure la photo au bord du lac Tchad. Il y a encore des lacs, comme ici en Birmanie. J'ai mis une petite vidéo sur mon blog qui s'appelle Planète Spiruline, où on voit la récolte carrément avec des barques qui sont sur un lac. Et en fait, on ne voit pas très bien, mais il y a des gens avec des seaux qui remplissent la barque avec les algues qu'ils ramassent à la surface du lac. Et ensuite, ces algues sont ramenées au bord pour être séchées. C'est assez rigolo. Les lacs, en fait, ils sont exploités de manière traditionnelle, mais ils ne garantissent pas une qualité sanitaire suffisante pour que cette spiruline soit ensuite commercialisée. Donc la plupart de la spiruline que vous trouvez sur le marché aujourd'hui provient de bassins de culture de spiruline qui permettent de contrôler précisément la production. Il y a deux grands types de production de spiruline aujourd'hui. Il y a la production industrielle. Les Chinois sont très largement les premiers producteurs mondiaux. Ils représentent plus de la moitié de la production mondiale. On a également des installations aux États-Unis. Ici, c'est une vue aérienne. Ça se passe à Hawaï. Et donc, ici, vous avez des bateaux là, qui naviguent. Et vous voyez un peu la taille des installations. Donc, ce sont des hectares de bassins qui sont en plein air. De l'autre côté de l'échelle, on a aussi des petites cultures villageoises, familiales. Notamment, la spiruline, on le verra, est un excellent outil de lutte contre la malnutrition. On voit aussi des petits bassins très simples qui permettent de cultiver avec des moyens rudimentaires la spiruline, qui est souvent distribuée dans des dispensaires pour lutter contre la malnutrition. On verra que c'est une arme de renutrition massive très très performante.
On a aussi en Afrique la ferme de mon ami Tona, qui était en France encore la semaine dernière, et qui a aussi un modèle de développement très intéressant, à la fois économique et humanitaire. Donc c'est ce genre de ferme aussi qu'on trouve en Afrique. Et puis aujourd'hui, on va plus spécifiquement parler de la production artisanale en France. La France est un modèle de développement d'une production artisanale qu'on appelle aussi paysanne de spiruline. Il n'y a pas d'équivalent pour l'instant dans les autres pays européens. On essaye d'exporter le modèle pour permettre à d'autres de faire pareil. Mais la France reste un modèle assez particulier à ce niveau-là. J'y reviendrai. La production mondiale est de l'ordre de 7000 tonnes par an. À titre de comparaison, il se consomme 20 000 tonnes de miel en France chaque année. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça quand même. On estime qu'il y a à peu près 25 millions de consommateurs de spiruline dans le monde. En France, on estime que la consommation de spiruline est autour de 250 tonnes par an, ce qui fait un potentiel de consommateurs actuel d'environ 850 000. Ce n'est pas négligeable, ça représente 0,5% de la population. Et on est sur des marchés à forte croissance, avec une croissance annuelle qui est de l'ordre de 15 à 20% de développement de l'activité, qui est en lien avec le développement des produits bio, qui est en lien aussi avec le développement de la complémentation alimentaire, où les gens s'intéressent de plus en plus à qu'est-ce qu'on mange, quelles sont les conséquences sur ma santé. Donc on est sur des tendances de croissance assez intéressantes. Et ça se traduit en France, puisque maintenant, je vous disais, on était 4 en 2004. Maintenant, on est près de 150 à 200 producteurs en France. Ici, vous avez la carte de localisation des producteurs adhérents à la Fédération des spiruliniers de France. D'ailleurs, j'en ai 2 qui sont parmi nous et qui ont fait le plaisir de m'accompagner. Benjamin, qui est installé à Pernay-Fontaine, le local de l'étape. Et Richard, qui est en train de s'installer à La Londe, à côté de Hyères, donc pas très loin de chez moi d'ailleurs. Et Hyères, la région hyéroise et toulonnaise, qui est la première zone de production en termes de nombre de producteurs. On estime la production française actuellement à 70 tonnes par an, ce qui représente à peu près un petit tiers de la consommation nationale. Et on estime actuellement qu'il y a à peu près 250 000 personnes qui consomment de la spiruline française aujourd'hui en France. Peut-être qu'il y en a parmi vous d'ailleurs, ou qu'il y en aura bientôt parmi vous, j'espère. Pourquoi est-ce que les gens consomment de la spiruline ? Écoutez, c'est parce qu'ils y trouvent un intérêt. Alors cette photo a été faite par une artiste qui a voulu illustrer tout en vert un certain nombre de choses, notamment qui sont les consommateurs de spiruline. On y retrouve une jeune fille qui représente les amateurs de produits naturels, de produits locaux, qui est plutôt, entre guillemets, baba cool, on va dire. On y retrouve le producteur de spiruline lui-même, d'ailleurs, qui est un gros consommateur de spiruline, forcément. On y retrouve beaucoup le sportif, évidemment, parce qu'on verra que la spiruline est l'allié des sportifs pour de très nombreuses raisons. On y trouve aussi la personne âgée. Les seniors sont des personnes qui sont particulièrement vulnérables et qui sont très réceptives à des aliments qui vont leur permettre une renutrition et un regain de capital vitalité. On y trouve une personne en convalescence, également des gens qui sont très intéressés par la spiruline, et puis une jeune fille qui représente le côté cosmétique, le côté bien-être, le côté minceur aussi, puisque la spiruline est un allié de la bonne santé en général. Voilà pour imager un petit peu le grand type de profil de consommateur. En réalité, la spiruline peut être consommée par tous, de l'âge de 6 mois jusqu'à plus de 100 ans. Tout le monde peut manger de la spiruline, c'est un aliment qui est tout à fait universel, on va dire. Alors qu'est-ce qui attire tous ces consommateurs ? Il y a bien une bonne raison, c'est qu'ils y trouvent un intérêt, bien sûr. C'est pas que pour nous faire plaisir qu'ils viennent acheter de la spiruline, c'est parce qu'ils en voient leur avantage. Alors la composition de la spiruline, elle est extrêmement détaillée. On a distribué des petits documents que chacun a dû avoir en entrant. Dedans, il y a la composition qui est un peu plus détaillée. Il y a énormément d'éléments nutritifs. Tout ça est très documenté. J'ai amené quelques livres. Il en existe encore beaucoup d'autres. Il y a des milliers d'études sur la spiruline qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui sont faites, qui permettent de connaître quelle est la composition de la spiruline. Et on va voir qu'elle est tout à fait exceptionnelle. En réalité, c'est clairement l'aliment de tous les records, tout simplement parce que c'est la plus forte teneur en protéines connue jusqu'à présent, un peu plus que les insectes. 60 à 70% de protéines avec tous les acides aminés essentiels présents. Également, très forte teneur en bêta-carotène, puisqu'on va consommer l'équivalent d'une cuillère à café de 5 grammes par jour
de paillettes de spiruline et qu'on aura déjà toute la dose de bêta-carotène de la journée, hein, donc le bêta-carotène qui est le précurseur de la vitamine A, qui est extrêmement utile pour la bonne mine, bien entendu, mais aussi pour la vue, pour les yeux et tout un tas de processus cellulaires. La spiruline est très riche dans un acide gras pas très connu, mais pourtant essentiel, l'acide gamma-linolénique, qu'on trouve dans le lait maternel, dans la spiruline et dans quelques huiles végétales, mais extrêmement rare dans l'alimentation. C'est un oméga-6 très précieux, notamment au niveau du système nerveux. Également des molécules très rares comme la superoxyde dismutase, qui est un antioxydant extrêmement puissant. Beaucoup de fer assimilable, qui va être extrêmement utile pour augmenter la production d'hémoglobine. Également, la spiruline fait partie de la famille des algues bleues parce qu'elle contient un pigment qui lui sert à faire la photosynthèse, qui est un pigment de couleur bleue et qui a des particularités extrêmement intéressantes. La spiruline est un des seuls aliments qui contient ce pigment qu'on ne trouve pas dans les aliments classiques. Et en bonus, vous avez plus de 50 nutriments utiles avec tout ça, qui sont tous reconnus par l'organisme humain et qui peuvent tous être utilisés. Alors quand on parle des activités thérapeutiques, là, je suis obligé de parler doucement parce qu'il y a des lois qui interdisent aux producteurs d'aliments de parler des bienfaits sur la santé des aliments. Hein, tout ça est réservé au monde médical, aux médicaments, dans certains cas à certains compléments alimentaires. Donc là, je suis obligé d'enlever mon costume de producteur pour me faire simplement le porte-parole d'une jeune fille qui a fait une thèse de pharmacie en 2016. Il y en a déjà eu de nombreux autres, mais celle-là est récente. Spiruline, indication thérapeutique, où elle a fait un travail, je pense, sur 3 années, c'est en général le temps d'une thèse, et qui permettent de ressortir les 10 principales activités connues de la spiruline au niveau de la santé. Donc la neutralisation de l'acide lactique. On retrouve l'intérêt pour les sportifs de consommer de la spiruline, bien entendu. La phycocyanine, donc le pigment bleu, est un élément qui permet de neutraliser l'acide lactique dans le corps et d'éviter les crampes, les courbatures, les douleurs musculaires. Ce n'est pas du dopage, c'est autorisé, il n'y a aucun souci. Également, la spiruline permet le renforcement du système immunitaire en stimulant la production des lymphocytes, qui sont les cellules, les globules blancs, donc qui nous protègent des infections. La spiruline prévient également la dégénérescence cérébrale par les nutriments qu'elle amène au niveau de la fabrication des fibres nerveuses. Elle a des effets anti-cholestérol et anti-diabète qui sont reconnus. Également, c'est un élément de lutte contre la malnutrition extrêmement performant. La malnutrition, ça n'est pas qu'en Afrique, ça n'est pas que dans les pays en guerre. La malnutrition, c'est aujourd'hui aussi chez nous en France, puisque la majeure partie des aliments proposés par nos amis industriels avec de superbes emballages très colorés, en général, sont dépourvus de la plupart des choses intéressantes, les vitamines, les nutriments intéressants, qui sont remplacés plutôt par des colorants, des exhausteurs de goût et des agents techniques pour donner des saveurs ou des effets pétillants ou je ne sais quoi, pour tromper le cerveau en fait, et créer un acte d'achat qui est déconnecté de tout intérêt nutritionnel. Donc la lutte contre la malnutrition, c'est aussi chez nous, on appelle ça la malbouffe, histoire de changer de terme, mais on est concerné aussi dans les pays occidentaux. La spiruline, pour finir, a également des effets anti-inflammatoires, permet de lutter contre la fatigue, contre l'anémie et un effet antioxydant très puissant au niveau de la protection des cellules contre le stress oxydatif, contre toutes ces substances qui sont agressives envers nos cellules. Donc la spiruline est un véritable bouclier protecteur à tous ces niveaux-là. Je termine donc sur les effets thérapeutiques. Il y en a des livres entiers qui sont à votre disposition, que vous pourrez consulter tout à l'heure quand on se verra. Mais la spiruline est également une amie de l'environnement. Eh oui. Le rendement de production de protéines par unité de surface, ce n'est pas une erreur de frappe, c'est 25 tonnes par hectare et par an. Donc un hectare, tout le monde le sait, c'est un carré de 100 mètres par 100 mètres qui fait 10 000 mètres carrés. Donc 25 tonnes hectare, là où la viande bovine intensive ne permettra de produire que 160 kg par hectare et par an. Je vous laisse faire le rapport, c'est sans comparaison. Également, la spiruline ne nécessite pas de pesticides, d'antibiotiques, de conservateurs, de colorants, et pas de Roundup. Donc nous, apparemment, il va être prolongé encore pour 5 ans, mais nous, on s'en fiche, de toute façon, on ne s'en sert pas. La spiruline également n'accumule pas de toxines, puisqu'on est sur le premier maillon de la chaîne alimentaire. La spiruline, dans son processus de production, va simplement transformer des éléments minéraux en éléments organiques,
on n'a pas d'accumulation de toxines comme dans les aliments qui sont en bout de chaîne alimentaire, comme dans les poissons comme le thon, l'espadon, etc., qui sont en bout de chaîne et qui accumulent tous les produits toxiques qu'on peut trouver dans l'environnement. Également, la spiruline ne nécessite pas d'utiliser des sols fertiles, pas besoin d'aller défricher la forêt amazonienne ou de détruire des forêts. La spiruline a simplement besoin d'un espace sur lequel on va poser des bassins de culture et d'un peu de soleil et de chaleur. L'économie de sol fertile, on la voit sur cette image. On a ici des productions de spiruline qui sont faites dans des bassines. Ça, c'est à Bangkok, sur un toit d'immeuble. C'est un exemple. La plupart des bassins se font quand même dans des bassins qui sont sous serre. A contrario, ici, on a une zone catastrophique où on voit une forêt tropicale qui a été déforestée pour planter certainement des palmiers à huile. On voit la conséquence de ce type d'agriculture. Également, la spiruline va être extrêmement économe en eau et en énergie, ce qu'on a voulu illustrer par cette petite image. En effet, la consommation d'eau est seulement de 2 mètres cubes par kilo de protéines. À titre de comparaison, la viande bovine intensive consomme à peu près 100 mètres cubes par kilo dans tout son processus de production. On n'utilise pas de tracteurs ni de moteurs thermiques polluants, pas d'utilisation d'hydrocarbures dans les procédés de production. Très faible consommation d'énergie. Des estimations montrent qu'on a à peu près 100 fois moins de consommation d'énergie à production d'aliments équivalentes que pour la viande bovine intensive. Également, on peut utiliser bien entendu des énergies renouvelables. Dans mon cas, on a effectivement des panneaux solaires photovoltaïques et le reste est acheté également chez Enercop. Enercop, une coopérative de production d'électricité renouvelable à laquelle tout le monde peut adhérer à la place d'acheter son électricité nucléaire chez EDF. N'oubliez pas, en rentrant chez vous, de regarder sur le site Enercop. Petite pub. Et également, il n'y a pas de résidus, tout est bon dans la spiruline. Il y avait un dicton qui disait tout est bon dans le cochon, mais là c'est encore plus vrai dans la spiruline. Tout se consomme, il n'y a pas d'épluchure, il n'y a pas de noyau, il n'y a pas de pépins, rien n'est perdu. En fait, on va consommer l'intégralité de l'aliment et tout va être utilisé. Donc pas de gaspillage. Pour finir sur cet aspect aliments du futur, on ne peut pas parler du futur sans parler aussi du développement économique. Vous êtes tous là dans une école d'ingénieurs qui forment des gens qui ont vocation à travailler. Pour travailler, il faut avoir des entreprises qui embauchent, il faut avoir des activités qui créent de la richesse, qui créent des revenus. La spiruline aujourd'hui est un outil de développement économique. En France, nous observons une croissance des installations. Nous sommes considérés comme des agriculteurs. Donc on a presque 15% par an de taux de croissance des installations de producteurs de spiruline. Nous sommes passés de 4 fermes à plus de 150 en 12 ans, soit plus de 300 emplois créés rien qu'en France sur cette activité de production de spiruline. Alors que dans le même temps, le monde agricole connaît une crise sans précédent avec plusieurs milliers d'installations qui ferment chaque année, et sans parler des agriculteurs qui mettent fin à leur jour ou qui sont complètement déprimés, obligés d'aller manifester à droite et à gauche. Ce n'est pas le cas des spiruliniers qui ont plutôt le sourire. Notre objectif, grâce à vous les consommateurs, puisque nous on n'a pas de subvention, on n'a pas d'aide, je pense que les éleveurs d'insectes non plus, probablement que les producteurs de kombucha ne reçoivent pas non plus d'enveloppe de la politique agricole commune. Notre seule source de revenus, bien entendu, ce sont les consommateurs qui choisissent d'acheter notre produit et qui sont les seuls à financer nos activités. Notre objectif aujourd'hui avec la Fédération des producteurs notamment, c'est de favoriser le développement de cette filière de spiruline artisanale de partout dans le monde, de façon à garder ce côté artisanal de petite production pour mettre à l'abri la spiruline des appétits de groupes industriels dont on connaît la vocation un peu prédatrice, et de développer ça notamment en Afrique. Et chaque année, on fait notamment des rencontres internationales pour favoriser le développement de la spiruline de partout dans le monde, et notamment sur le continent africain, où la spiruline peut être produite toute l'année dans des conditions très très favorables. Je voulais finir cette présentation en remerciant des personnes qui ont permis justement que la culture de la spiruline soit accessible à tous, des gens comme le Dr Fox, qui a passé toute sa vie à développer des méthodes de culture simplifiées, Monsieur Jean-Paul Jourdan, qui a passé tout son temps de retraite également à travailler sur des méthodes de culture qui rendent la culture de spiruline accessible à tous, dans le but de fournir à nos consommateurs un produit de grande qualité, produit localement, à proximité. Et ici, on a une photo prise la semaine dernière où il y a pratiquement 130 producteurs de spiruline français qui sont tous des indépendants, des aventuriers aussi, qui se lancent dans une activité complexe en prenant des risques, mais qui ont la satisfaction
chaque jour, de voir des consommateurs satisfaits revenir vers eux, chercher leur petit sachet de spiruline. Hein. Un sachet de spiruline, ça ressemble à ça. Il y a dedans 100 grammes de paillettes de spiruline, ça va durer à peu près 1 mois d'utilisation. On parlait du prix tout à l'heure, hein, donc le prix c'est entre 15 et 17 € les 100 grammes, qui durent à peu près 1 mois. Donc à mettre en rapport avec le budget alimentation qu'on peut avoir habituellement sur 1 mois. C'est très facile et très accessible de consommer de la spiruline aujourd'hui. Et donc grâce à tous ces gens-là, je dirais qu'aujourd'hui le futur, c'est maintenant. On est déjà dedans, c'est possible pour vous de passer à la spiruline dès maintenant. Si vous voulez d'ailleurs, on en a même amené. Et voilà, je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. Bien, donc je vous invite à poser des questions à Jean-Bernard, mais aussi à l'ensemble des conférenciers, parce que bon, il a largement dépassé son temps de parole, comme prévu. Comme prévu, 10 minutes. Bonsoir, merci pour votre intervention. Je suis ici. Moi j'ai une question déjà, d'où provient l'eau du coup que vous utilisez pour la production de la spiruline, et est-ce qu'on peut considérer qu'à un moment ou un autre l'eau du coup est souillée? Combien de fois devez-vous changer les bassins par an? Enfin voilà, comment ça se passe vraiment au niveau de la production et d'utilisation d'eau, parce que là vous avez dit un moment M comparé à une production de bœuf, mais sur une année, qu'est-ce que ça représente en eau réellement? Voilà, la question de la qualité de l'eau est tout à fait essentielle. En effet, la spiruline se développe dans l'eau. Bien entendu, il lui faut une eau de bonne qualité. On ne peut pas se permettre d'avoir des eaux contaminées par des pesticides, des métaux lourds et autres, qui seraient d'ailleurs certainement toxiques aussi pour la spiruline, mais en plus voilà, qui ne seraient pas convenables. Dans notre cas, on utilise l'eau qui est distribuée par l'entreprise qui s'appelle la Société du Canal de Provence, qui est l'eau qui est prise dans le Verdon, qui est une rivière du nord du département du Var. Donc c'est une eau brute, non traitée, hein, non stérilisée par de la javel ou des produits comme ça. Cette eau va être traitée sur place chez nous, simplement par filtration, puis une petite stérilisation par une exposition aux ultraviolets qui permettent de détruire d'éventuelles bactéries ou pathogènes présents. Et on a une eau qui a une qualité qui est très contrôlée, puisque la Société du Canal de Provence distribue l'eau également pour faire l'eau potable dans certaines agglomérations, et pour l'arrosage aussi de toutes les installations agricoles du sud du département du Var. Donc ça, c'est mon cas. Après, il y a d'autres sources d'eau chez mes confrères producteurs. Dans tous les cas, l'eau qui est utilisée dans la culture de spiruline doit être de qualité potable, c'est-à-dire qu'elle doit être totalement indemne, bien entendu, de contaminants et de germes potentiellement pathogènes. Même si les pathogènes, en réalité, ne peuvent pas survivre dans le milieu de culture de la spiruline, ce qui est un grand avantage aussi pour nous. La deuxième question, c'était la quantité consommée. À titre d'ordre de grandeur, nous, on va consommer pour une installation d'à peu près 500 m² de bassin, quelque chose comme 400 m³ d'eau par an, ce qui est un peu plus que la consommation d'un foyer de 4 personnes qui prend sa douche, qui va aux toilettes, qui prend la baignoire, qui lave sa voiture, etc. Donc c'est relativement faible, ça fait à peu près 1 m³ par jour en moyenne, et cette eau, donc, en fait, pendant le processus de culture, elle est constamment recyclée. L'eau, malheureusement, on ne m'a pas laissé le temps de présenter, je ferais bien un petit quart d'heure de plus. Mais il faut... Non, je peux pas. Tu peux proposer une visite peut-être? Ah bah, bien entendu, alors évidemment, nos installations sont ouvertes à la visite, on reçoit tous les jours des visites de consommateurs à qui on explique justement tout ça en détail sur place. Après, vous avez, si vous allez sur le site de la Fédération des producteurs, vous avez la carte de tous les producteurs et vous pouvez trouver ceux qui sont près de chez vous. La plupart des spiruliniers sont très contents d'ouvrir leurs portes et d'expliquer leur métier, leur façon de travailler, justement en toute transparence. Donc les consommations d'eau sont assez faibles. Essentiellement, ce qui consomme le plus, c'est l'évaporation de l'eau, notamment pendant l'été, puisque les jours de Mistral, on s'en rend compte ici, il y a une évaporation très forte, qu'on va compenser par un apport d'eau douce, liquide bien sûr, qu'on va compenser dans les bassins. Ça répond à la question? Merci. Non, mais parce que les bassins chinois font carrément peur quand on les voit comme ça. J'ai fait exprès de prendre une photo qui fait peur. Même si j'ai rien contre les Chinois qui font par ailleurs du très bon travail, il est clair que leur système de production n'a pas la même vocation. La Chine, c'est à peu près 5000 tonnes de production par an. En France, on a vu que la totalité des producteurs représentait à peine 70 tonnes. Donc c'est voilà, David et Goliath, on n'est pas sur la même... On n'est pas sur le même modèle, on n'est pas sur la même qualité non plus. On essaye d'être un peu cocorico, dire nous, on a vraiment mis en place un cahier des charges de production rédigé par les producteurs français,
où notre centre principal, c'est la qualité finale du produit pour avoir les effets maximum au niveau du consommateur. Le consommateur satisfait, c'est notre première image publicitaire. On n'a pas besoin de se payer des pubs sur TF1 ou autre. C'est le consommateur content qui en parle à ses amis, qui fait tout le développement de notre activité. Bonsoir, je voulais savoir comment on peut la consommer et en quantité également, combien près par jour ou quelque chose comme ça. Merci. Donc nous, ce qu'on propose, on ne fait pas de l'innovation extraordinaire, on propose juste le sachet de 100 grammes de paillettes. Donc il n'y a pas 50 trucs différents. Donc ces paillettes, vous pourrez les goûter dans quelques minutes. Vous pouvez soit les avaler avec un verre d'eau ou de jus de fruits, soit les mélanger dans un verre de kombucha, pourquoi pas. Comme ça, on a double effet avec une petite poignée d'insectes pour ceux qui veulent un peu rajouter du piment. On va consommer l'équivalent de 5 grammes, de 3 à 5 grammes par jour, ce qui est assez peu, mais en termes de densité nutritionnelle, ça permet d'avoir des effets très spectaculaires au niveau de la santé, de la vitalité, de tous les effets qu'on a vus là, qui sont avérés, c'est pas comme ça pour fanfaronner. Tout ce que vous lisez dans les bouquins, nous on le voit quotidiennement par les témoignages de nos consommateurs qui sont tout à fait spectaculaires et dans plein de domaines. Donc seulement 5 grammes, ça paraît peu, mais pourtant ça fait une différence qui est extraordinaire. La consommer, ça peut être le matin, ça peut être à midi. Le soir, c'est parfois un peu dynamisant, donc à part pour ceux qui veulent sortir en discothèque, en général, on recommande plutôt matin ou midi. Ça peut être mélangé avec des aliments. On peut aussi imaginer tout un tas de recettes. Il y a également des grands chefs qui ont travaillé là-dessus, notamment beaucoup avec l'Agence spatiale européenne et la NASA qui travaillent sur des programmes pour embarquer des aliments qui sont hautement performants. Ils ne peuvent pas s'encombrer avec des aliments inutiles. Donc la spiruline est étudiée depuis très longtemps, notamment pour une production même en milieu spatial et surtout pour une consommation pendant les séjours lointains. Pas besoin d'une grande activité pour prendre ça en fait. On peut être calme et... Alors, on n'a pas besoin d'être ultra sportif. La plupart de nos clients, nous on a beaucoup de sportifs parce que par chance j'ai quelques athlètes de très très haut niveau qui ont choisi de nous faire confiance. On a notamment depuis peu Axel Raymond qui est champion du monde de natation longue distance sur 25 km de distance en natation. Pardon. On a également des ultra-trailers, des coureurs de montagne qui font des très longues distances dans des conditions extrêmes. Ça nous a attiré, c'est vrai, un public de sportifs de haut niveau qui s'est intéressé à la spiruline. Mais on a aussi des personnes âgées de 80, 90 ans et au-delà qui sont extrêmement satisfaites du résultat. Je ne parle même pas de toutes les pathologies sur lesquelles il y a des améliorations, parce qu'on va nous traiter d'exercice illégal de la médecine. Le mieux, en clair, c'est d'essayer d'en faire une cure d'un mois ou deux, de voir ce qui se passe. Si on le souhaite, on peut en consommer toute l'année. Si on préfère faire des petites cures de temps en temps, il n'y a pas de souci. Je dirais que le mieux, c'est d'essayer et de se rappeler qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi, et c'est un peu l'idée de la spiruline. Attendez, madame, s'il vous plaît. Le problème, c'est que, je réexplique, si vous voulez bien. Le problème, c'est comme on enregistre, si vous ne parlez pas dans le micro, on a la réponse, mais on n'a pas la question. Alors, je vous passe le micro quand vous voulez, mais il faut juste le dire, c'est tout. Alors, qui veut poser une question ? Travaillez-vous avec l'Agence spatiale européenne ? Personnellement, non. Nous, on est, je dis nous, les petits producteurs français, on s'occupe d'abord de nos consommateurs qui ont les pieds sur terre, qui sont des citoyens comme les autres. Maintenant, l'Agence spatiale européenne a des laboratoires de recherche qui travaillent sur le sujet. D'ailleurs, vous pouvez trouver des communiqués de l'ESA où ils parlent de la spiruline, justement. Mais malheureusement, d'ailleurs, on n'est pas en lien avec eux, même si depuis peu, le ministère de l'Agriculture, depuis qu'on a créé notre fédération nationale, nous a offert une reconnaissance en fournissant quelques budgets de recherche pour nous aider à développer les connaissances sur notre culture. Mais on n'a pas le lien, malheureusement, avec des agences spatiales qui, elles, ont des moyens considérables que nous, petits producteurs, on n'a pas. Peut-être un jour, la connexion se fera, espérons-le. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Je termine en précisant qu'il n'y a pas de brevet sur la spiruline. Ça reste un aliment qui est dans le domaine public. C'est aussi pour ça qu'on a cette liberté de travailler quand même avec la spiruline. La spiruline est autorisée en France comme aliment depuis 1980. Donc ça fait quand même assez longtemps. Et ça, on le doit en fait à un sénateur qui était cultivateur de spiruline lui aussi au Mexique et qui a réussi à faire accepter la spiruline comme aliment alors qu'au départ, elle n'était pas vraiment connue. Donc ça nous a donné une longueur d'avance quand même par rapport à beaucoup de choses et ça facilite beaucoup les choses. D'autres questions ? Commentaires, remarques ?
Bonsoir. Avec ma collègue, on se posait la question sur les propriétés nutritionnelles de la spiruline après cuisson. Donc, si on la cuisine, que deviennent les propriétés nutritionnelles? Oui, alors c'est une bonne question. En effet, nous, on fait tout notre possible pour préserver ces qualités nutritionnelles, notamment la technique de séchage qui est privilégiée par les producteurs français, c'est ce qu'on appelle le séchage à basse température. On va travailler sur des séchoirs à air pulsé où on ne dépasse pas une température de 40 à 45 degrés, dans l'idée de rester sur ce qu'on appelle l'alimentation crue, hein, de ne pas dépasser certaines températures. Effectivement, au-delà de ces températures, on a certaines substances, certaines vitamines, certaines enzymes qui sont dénaturées. On a une sorte de cuisson qui se produit, une modification de l'effet de certains paramètres nutritionnels. Donc nous-mêmes, enfin moi-même en tout cas, je recommande de ne pas cuisiner l'aspirine, de l'avaler crue, nature, simplement avec un verre de boisson ou mélangé avec un autre aliment, c'est très facile. La cuisson n'apporte aucun intérêt, ni gustativement, ni techniquement, et au contraire, elle dégrade la qualité. Alors je viens de voir qu'il était plus de 20 heures déjà. Donc si vous souhaitez consacrer un petit peu de temps à la dégustation des produits, une toute dernière question. Ah, c'est pas mal joué ça. Bonsoir. On a vu qu'il y avait différentes formes de spiruline, en paillettes, en comprimé, en gélule. Est-ce qu'il y a des formes qui sont plus intéressantes que d'autres, ou toutes les formes se valent? Évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse, évidemment. La forme en paillettes, encore une fois, j'espère que vous aurez l'occasion de visiter une ferme de spiruline pour voir comment ça se produit. La forme qu'on appelle en paillettes, c'est de l'algue entière, si vous voulez, déshydratée simplement, mais qui reste dans son état normal, sans transformation. C'est un peu comme la figue séchée par rapport à une figue mûre. Il n'y a pas de transformation supplémentaire. Dès lors qu'on commence à faire des gélules, des comprimés, de la poudre, des produits plus élaborés, il faut imaginer qu'on va retravailler le produit, on va lui faire subir des contraintes mécaniques, de broyage, de chauffage, de compression, d'ajout éventuellement de certains additifs agglomérants. Tout ça pour rendre le produit soi-disant plus attractif et plus sexy. En réalité, on dénature la qualité et souvent on arrive à des niveaux de prix qui sont extrêmement élevés et qui gênent les gens, qui font attention à leur budget. On en parlait tout à l'heure, il ne faut pas aller sur des budgets trop élevés. Donc on reste, nous, dans l'idée d'un rapport qualité-prix maximum. Le prix qu'on propose, nous, il est basé sur la réalité de nos coûts de production en France. On n'a pas demandé à une agence de marketing de regarder les prix du marché pour fixer un prix. On est parti de qu'est-ce qu'on doit mettre comme énergie, comme temps de travail pour produire, quels sont les coûts du foncier en France pour s'installer, les coûts d'une serre, les coûts d'une installation et tout ce qui va autour. Et à la fin, l'idée, c'est quand même de gagner notre vie. On parlait des produits équitables tout à l'heure. Le plus équitable, c'est que le producteur, l'agriculteur puisse gagner sa vie dignement, simplement en vendant un produit au bon prix à un consommateur qui sera satisfait. De cette façon, l'agriculteur n'a pas besoin d'aller réclamer des subventions ou des aides, il se débrouille tout seul comme un grand, et le consommateur, lui, fait un geste direct, concret, conscient, en direction de quelqu'un qui fait du travail, qui est acteur de son développement économique local, qui souvent ouvre ses portes en toute transparence pour faire connaître son métier. Et les gens sont souvent extrêmement enchantés de savoir comment est fait l'aliment qu'ils consomment, alors que la plupart des aliments qu'on consomme aujourd'hui, on n'a aucune idée de la façon dont ils sont faits. Et si on le savait, je dirais que parfois on serait même horrifié. Ne parlons pas des élevages industriels et tout le reste. Et enfin, pour conclure et rebondir sur la question du coût de l'alimentation, tout à l'heure, on parlait que le consommateur payait 2 fois le prix. En réalité, il le paye 3 fois sur l'agriculture qu'on appelle conventionnelle. Il le paye en achetant son aliment, il le paye par ses impôts pour les subventions qui sont reçues par les agriculteurs, mais il le paye aussi pour dépolluer l'environnement qui a été souillé par les pesticides, les engrais chimiques, etc. Il le paye même une 4e fois au niveau des effets sur la santé et du trou de la sécurité sociale, puisque là, beaucoup d'aliments qu'on consomme aujourd'hui sont des sources de maladies au lieu d'être des sources de nutrition. Aujourd'hui, c'est extrêmement documenté, on le sait parfaitement. Donc acheter en direct aux producteurs, privilégier un achat local de qualité, c'est aussi faire un acte économique global, même si on a l'impression de payer un peu plus, au moins on sait où va l'argent. Voilà. Bien, écoutez, je vous demande d'applaudir nos intervenants, de les remercier. Je vous invite peut-être à aller vous installer là-bas, le temps qu'on arrive. Moi, j'ai juste 2-3 trucs à dire. Donc, là, oui, ça c'est sûr. Pour un type de 93 ans, il présente pas mal, hein, je trouve. Donc, la suite des opérations, c'est de traverser le bâtiment par le petit couloir qui est là, et nos intervenants sont au bout du couloir pour vous faire déguster les produits. Il y a aussi un petit cocktail.
Voilà. Donc on espère que ça vous a plu. On espère que vous avez noté le prochain After Work au mois de juin, le 7, sur l'impact environnemental de l'alimentation. Voilà, merci et bonne soirée.